Donc voilà, donc deuxième session de Tu fais quoi dans la vie? Et je vais tout de suite donc accueillir, en espérant que ça fonctionne, je vais accueillir donc Dorothée. Hop, voilà, normalement c'est bon, on te voit. Donc si tu parles, est-ce qu'on t'entend? On va essayer. Est-ce que tu vas bien, Sabine? Ça va, ça va. Je viens de couper la musique de manière très brutale, notamment pour augmenter ton son et pour que la musique ne nous dérange pas. Dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si c'est pas assez fort. Voilà, parce que peut-être que moi je suis trop forte ou pas assez. Dites-nous tout de suite. En attendant, nous, on peut. Si on t'entend pas, dis-le nous. Incoming. C'est ça. Ah, mais oui, bah c'est normal. C'est normal. Le son, c'est très très important. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'était bon. Fais un petit test, Dorothée, s'il te plaît. On va essayer, voir si ça. Est-ce que ça va pour tout le monde? Pour moi, ça a l'air d'aller, vu les zones dans la régisson, si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, dites-nous si c'est compliqué. Peut-être que ton invité est un peu basse, mais bon, ça n'est pas. C'est peut-être moi qui est trop haute. Attends, je baisse un tout petit peu mon micro à la rigueur. Voilà, comme ça, c'est vous, les gens, qui augmentez votre son. En tout cas, merci beaucoup, Dorothée, d'être là avec moi ce matin. En plus, Avec plaisir. c'est bien, on s'est pas briefé, mais on a habillé presque pareil. Tout en marinière. C'est ça, t'es fan de Bretagne peut-être aussi. Une envie de mer, voilà. C'est ça, c'est la team marinière, exactement. Ouais, bah merci beaucoup en tout cas d'être là et enfin c'est chouette parce on se connaît via, comme je disais, via les cafés pédagogiques d'Engie. Et bah donc pour ça je me dis bah tiens j'ai envie de papoter plus longuement avec Dorothée lors de cette session là. Et du coup bah je vais commencer de la manière la plus simple qui soit. Dorothée, tu fais quoi dans la vie? Hmm. Eh ben, je vais bientôt changer de travail, à vrai dire. Alors, je fais quoi dans la vie? Mon grand truc, c'est de faire en sorte que les gens apprennent, mais quel que soit finalement leur contexte. À l'origine, je suis professeure de littérature, donc en effet, moi aussi des sciences humaines, et puis donc professeure de français. Voilà, mais plutôt chez les grands à l'université. Et puis après, je voulais pas faire que de la littérature, mais je voulais continuer à rester dans un mode de transmission. Et puis je voulais découvrir d'autres environnements professionnels pour voir comment ça se connecterait à la littérature ou pas, voir à quel point le monde de la littérature est un peu isolé Hmm. du reste du monde professionnel, parce que c'est souvent quand même ou un reproche ou en tout cas un constat qui est fait. Et donc j'avais démarré chez Engie, donc le fournisseur de gaz et d'électricité, l'ex-Gaz de France, dans une université interne, parce que toutes les grandes entreprises ont un centre de formation interne, et donc, et d'ailleurs plus ou moins structuré. Hein. Et donc là, cette université, elle s'occupe de la formation des cadres et des managers du groupe, qui représente près de 30 000 personnes potentiellement, et sur tous les pays. Et donc j'ai démarré là il y a 10 ans. Il y a Et 10 ans. puis, il y a 10 ans, ouais, ouais, exactement. Et j'ai fait à peu près tous les postes. Pour, voilà, chef de projet, à organiser au début les formations, comprendre comment ça fonctionnait. C'était tellement différent de l'enseignement universitaire tel que je le pratiquais. Et puis, et en même temps, ça se complétait bien, je trouvais, parce que Hmm. le vrai plaisir, c'est de voir des gens en salle, d'ailleurs virtuel ou pas hein, maintenant, mais en train d'apprendre, discuter, à réfléchir, être en désaccord, et en tout cas pas être dans voilà, dans leur quotidien, dans leur immédiateté, mais prendre un peu de recul. Et puis, donc ça m'a beaucoup plu et j'ai continué à enseigner en parallèle, autant que possible, des petites vacations par-ci par-là. Et puis, bah, finalement, aujourd'hui, je dirige toute la conception pédagogique et puis la formation pour le groupe plus largement, hein, pas seulement pour cette université, mais plus largement, coordonnée avec tous les acteurs de la formation qui sont encore une fois éparpillés sur toutes les régions du monde, parce que le groupe est très large. Et donc, s'assurer qu'on crée les conditions pour que les gens, les salariés chez Engie, puissent apprendre. Déjà un premier truc, donc on leur donne le temps. Et puis après, dans les bonnes conditions, avec les bons moyens, sur les bons sujets, pour développer leur employabilité. Et donc, voilà, aujourd'hui, ça, c'était jusqu'à maintenant. Et puis, dans 15 jours,
j'ai déjà un peu commencé, mais vraiment dans 15 jours, je vais quitter Engie et je vais aller vers une autre école, un autre centre de formation à Lyon, qui s'appelle Bioforce et qui forme les humanitaires. Un tout autre sujet, donc je passe des humanités aux humanitaires. Mmh. Voilà et donc il va falloir aller là aussi, c'est des étudiants, c'est de la formation initiale, c'est de la formation professionnelle aussi pour des humanitaires en poste et qui veulent, je dirais, reprendre un cursus, renforcer leurs compétences et voilà, donc il y a un campus à Lyon, un campus à Dakar et on va essayer de remonter en Jordanie, voilà, pour renforcer les capacités des humanitaires, comme on dit, dans ce milieu-là. Donc changement complet d'environnement, mais toujours la même, le même souhait, j'ai envie de dire, de créer les conditions pour que les petits et les grands apprennent et se développent correctement. Voilà. Et les humanitaires, en gros, ce sont des personnes, oui, qui font de l'humanitaire dans certains pays. Exactement. Ok. Exactement. Donc, ils travaillent dans les grandes ONG, MSF, Action contre la faim, etc., ou dans des plus petites, mais qui sont vraiment, qui sont pas dans du développement, mais de l'humanitaire, c'est-à-dire qui gèrent vraiment les crises. Et donc, très souvent, ça se fait à l'international aujourd'hui. Il y a près de 92% des gens qui travaillent dans le monde humanitaire sont directement dans les zones en développement. Il y a beaucoup moins de forces d'expatriés de l'OCDE qui viennent. C'est de plus en plus rare. Les gens se forment directement et apprennent sur les sites. Ce sont directement, j'ai envie de dire, des locaux qui se développent et rentrent dans le monde de l'humanitaire et travaillent dans cet environnement. D'accord. Et ces humanitaires, en fait, en gros, par exemple, tu citais tout à l'heure Action contre la faim, etc., eux-mêmes, ils ont leur propre pôle de formation, ou là, ouais, ok. Et du coup, là, c'est BioFrance, enfin, pôle de formation, c'est un mot... Alors, disons que il faut voir où se situe Bioforce par rapport à tout ce paysage, bien sûr, plein d'organisations, c'est le cas d'ailleurs de toute organisation professionnelle, qui a ses propres centres, qui développe spécifiquement les compétences sur lesquelles elle se dit que là, elle est la seule à avoir l'expertise, en fait, c'est souvent ça qui détermine. Et donc, sur ce champ extrêmement propre et singulier, elle va créer ses propres parcours. Et puis, par contre, il y a des organismes plus transversaux qui vont équiper de manière générale, souvent de manière plus longue aussi, les cursus un peu diplômants sont longs, là où la formation continue, elle est souvent beaucoup plus courte. Ouais. C'est plus une petite piqûre de rappel, une façon de se redynamiser un petit peu ou de se remettre en question. Les formations longues, elles sont beaucoup plus pour des publics étudiants. Et c'est un des gros volets de Bioforce. D'accord. Et donc, au niveau formation, donc il y a différents types de formation. Il y a quoi comme formation, par exemple? Alors, les humanitaires, on les forme en plein de choses. Je découvre, je ne sais pas encore, mais un des gros sujets, c'est la logistique. Parce que pour qu'une action humanitaire réussisse, il ne faut pas seulement qu'il y ait quelques personnes sur le terrain, il faut qu'il y ait toute une coordination logistique qui va faire qu'on va amener de l'eau, on va amener de la nourriture, des soins, des structures de santé, etc., dans des conditions qui sont extrêmement précaires. Donc, cette coordination logistique, financière, RH et puis matérielle, qui est extrêmement importante. Donc ça, c'est un très très gros pôle. Et puis après, il y a quelques autres gros thèmes, gros sujets, c'est la question de l'eau, de l'assainissement, de l'hygiène. Ça, c'est vraiment une question centrale. Et puis une autre importante aussi, évidemment, autour de la question des enfants, de la nutrition. Ouais. Là aussi, ça, c'est un gros pôle. Voilà. Et puis après, sinon, les équipes aussi, de manière très très pratique, et ça, c'est de ce que j'ai découvert, et j'ai hâte d'en savoir plus, parce que c'est assez, là pour le coup, on sent un peu l'aventure, eh bien, on essaie de former les humanitaires vraiment à être prêts pour le terrain, à cette aventure de l'utile, comme souvent ils se décrivent eux-mêmes, les aventuriers de l'utile. Eh bien, il faut les équiper pour pas seulement avoir les connaissances théoriques de ce que ça veut dire, créer une logistique qui va bien, comprendre comment on assainit un réseau, etc. Mais vraiment aussi de savoir conduire une Jeep, un 4x4, parce que quand on est ici, voilà, savoir creuser des latrines, faire marcher une pompe à eau, voilà, et donc il y a des installations techniques pour apprendre aux étudiants, aux personnes à se préparer à ça avant d'être sur le terrain. Et comme ça, ils sont déjà bien équipés de manière très concrète et commencent à sentir un petit peu
ce qui va leur arriver après. D'accord. Je crois qu'il y a ton micro qui doit toucher peut-être ton collier. Ah Ça fait des pardon. petits frottements qui parfois perturbent un peu le son. D'accord. Non, en fait, c'est super varié. C'est assez intéressant. Et du coup, toi, ta mission là-bas, ce sera de... Diriger l'école. Ouais, voilà. Ok. Voilà. Donc faire en sorte que les 85 salariés travaillent dans les meilleures conditions et qu'on arrive voilà, à développer l'école, à avoir les étudiants qui vont bien, développer des nouveaux projets sur différentes zones, voilà, en Jordanie, on est au Liban, renforcer le campus Afrique, etc. Donc vraiment piloter, piloter cette structure qui est une association, D'accord. qui fonctionne vraiment comme une école supérieure et Ok. un centre de formation. Voilà. Et ce qui t'a motivé à y aller, enfin, en gros, de partir d'Engie Mm. vers ce poste-là, il y a quelque chose de particulier qui t'a motivé, juste l'envie de changer d'air un petit peu. Ah bah, oui, certainement, parce que c'est un environnement totalement différent. Je trouvais le sujet génial, évidemment, parce que c'est avoir le courage de partir en mission humanitaire. Déjà, c'est pas simple, mais en plus, l'idée de bien les équiper avant de partir, je trouvais ça vraiment extra. Et donc, moi qui veux rester dans une structure d'école et de transmission, et bien là, c'était vraiment très chouette, avec une dimension à la fois régionale et internationale. Le campus se situe à Vénissieux, à Lyon, à côté de Lyon, donc dans le quartier des Minguettes, vraiment une zone à impact social, une zone de reconquête républicaine, donc un vrai enjeu social. Et puis en même temps, avec une ouverture internationale qui était vraiment euh, très intéressante, des très, très beaux sujets. Et puis aussi parce que c'était là aussi une autre expérience dans le monde de l'apprentissage, de l'éducation. C'était pas seulement de créer des cours, pas seulement de déployer des formations, de structurer, de coordonner, etc., mais vraiment de diriger une petite entité opérationnelle. Donc, à l'opposé de la très grande entreprise, Mm. d'être plus une petite entité et de voir comment on la fait travailler avec les moyens du bord et de la faire grandir. Donc vraiment travailler sur une autre échelle et sur vraiment une fonction de direction où là on peut donc aussi on voit plus rapidement l'impact Ouais. et les conséquences des décisions qui sont prises. Évidemment sur un gros paquebot, Mm. c'est plus compliqué. Et donc, c'est vrai que enfin, t'as à cœur ce que tu disais, la question de la transmission. Et quand tu es arrivé, donc tu as un profil plus universitaire à l'origine, donc tu enseignais notamment à l'université. Et déjà, ouais, il y avait deux choses, je me suis demandé, c'est comment tu as fait du coup pour entrer chez Engie? Enfin, en gros, qu'est-ce qui leur a donné envie en gros, comment ça s'est passé le recrutement, etc. Et aussi, l'autre chose qui m'intéresse, c'est en gros, enfin, la question de la passation entre enseignant et formation, parce que c'est pas exactement la même chose. Et toi, comment tu as ressenti ce passage en fait de l'univers de l'enseignement à l'univers de la formation avec ses différences et les choses qui y ressemblent aussi? Oui, oui. De bonnes questions. La première, eh bien, ça s'est fait, alors vraiment de manière très personnelle et informelle. J'étais à la fin de mon doctorat de littérature et puis je savais que vraiment je voulais pas directement enfin voilà, j'avais pris la décision de prendre au moins quelques années pour aller découvrir d'autres choses. J'étais extrêmement perdue, à vrai dire, avec un doctorat de littérature, mon agrégation de lettres. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je passe? À quelle porte je peux toquer? Tout simplement parce que les grandes filières métiers, ça me disait rien, le marketing, la com, ça me parlait pas du Hmm. tout et donc en fait, c'est en ayant développé une association d'étudiants et pour justement Hmm. favoriser, j'ai envie de dire, faire connaître les étudiants de littérature, la recherche littéraire, qui est quand même quelque chose qui n'est pas très connu, et bien, en fouillant comme ça et en montant plein de projets, j'avais eu vent de cette formation professionnelle, de ces universités entreprises, je trouve que c'est drôlement bien. Et il s'est trouvé que dans les différents contacts personnels que je pouvais avoir, eh bien, quelqu'un connaissait la directrice de l'université d'Engie. J'ai passé le CV, même pour un stage, hein, je veux bien, c'est juste pour Ouais. découvrir un peu, puis après je reviendrai dans mon petit monde. Et puis, en fait, ça s'est fait comme ça. Les deux se sont dit, bah, moi j'y vais, je vais voir. Eux, ils se sont dit, bon, on prend pas beaucoup de risques, on va voir. Et ce qui les a, finalement, les critères étaient assez simples. Les diplômes, je disais, bon,
ouais, c'est des bons diplômes, Mmh. peut-être bien faites probablement, Ouais, voilà. Et l'autre chose, c'est que je finissais d'enseigner à Oxford, donc ils savaient que je maîtrisais l'anglais, ce qui pour eux était vraiment important et qui peut être pour des étudiants en littérature française parfois un frein quand, ils sont pas forcément voilà, ils sont très experts en littérature mmh, française, pas forcément très ouverts sur les autres langues, donc voilà. Et ça a bien aidé. Et puis voilà. Et le fait que ça ait pas énormément de conséquences et puis que j'avais vraiment cette envie d'aller découvrir, que ouais. j'ai cette curiosité, envie de trouver ça, tiens, marrant, pourquoi pas? Mmh. Et voilà, ça s'est fait comme ça et donc au début, j'étais intérimaire et puis ensuite, voilà, ils m'ont intégrée et ça s'est fait, progressivement et voilà, sur les missions aussi où j'étais pas à attendre un poste, j'avais pas d'attente particulière, donc ce qu'on Ouais, me demandait, enfin voilà, je faisais, je prenais et puis ça m'a permis vraiment d'apprendre, tous les métiers, de discuter avec tout le monde, et voilà, et d'intégrer en fait, dans une université qui finalement, pour revenir sur ta deuxième question, effectivement, il faisait de la même s'il refusait d'appeler de la formation, du learning, on dit plutôt en anglais, Mmh. voilà. Bon et parce que c'était positionné plutôt sur des cibles dirigeantes, eh bien, c'est sûr que ça faisait pas, on n'allait pas faire de la formation en bureautique ou en orthographe. Donc c'était des sujets vraiment plutôt stratégiques, des sujets de leadership, d'organisation, de management des organisations et cetera et donc des sujets qui intellectuellement étaient extrêmement intéressants et qui montraient bien comment vit et à quel rythme vit une organisation telle que celle-ci, qui est énorme, et qui est sur des sujets industriels, et des sujets évidemment en plus, extrêmement liés à de la géopolitique et de la politique et donc c'était vraiment intéressant. Et donc sur la différence entre l'enseignement et la formation, heu ils m'ont très vite mis, sur une formation. Ils m'ont dit: «Tiens, participe à celle-ci, tu verras, le leadership et conduite du changement» et puis donc moi je suis débarquée et puis j'ai suivi la formation pendant 4 jours. Et c'était vraiment un très chouette programme, avec des pédagogies donc extrêmement différentes de ce que j'avais l'habitude de faire. Au début, j'avoue, ça m'est arrivé pendant la session de me dire: «Franchement, ces post-it là, ces paperboards et tout, voilà, qu'est-ce que c'est que ça?» Ils avaient des questionnaires de personnalité. Ouais. Je me dis: «Mais non mais on peut pas réduire les personnalités des gens à 4 cases avec des couleurs, qu'est-ce que c'est que ça?» Puis finalement, je me suis vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de pertinence dans le sujet et que, Mmh. pas le pour le 1er degré, mais par contre que c'était quand même au quotidien pour arriver à travailler efficacement avec les autres, créer un bon collectif, c'était des outils extrêmement performants et qu'en fait il y avait une façon de faciliter, parce qu'ils forment peu, ils facilitent plutôt les discussions. Mmh. Une façon d'engager les participants qui sont des gens qui sont déjà en emploi, à qui on ne va pas tout raconter, hein. On ne leur raconte pas la vie, on leur explique pas tout parce qu'ils savent déjà beaucoup. C'est plus une maïeutique qu'autre chose et ça, je trouve ça vraiment intéressant dans cette andragogie, hein, cette façon d'amener des adultes à se questionner et à s'écouter les uns les autres pour aller un cran plus loin. Voilà et ça a été une expérience très concrète, très rapide, qui m'a vite mis dans le bain et puis au bout de quelques mois, quand moi j'ai continué à enseigner de l'autre côté, j'ai assez vite changé mes façons de faire aussi, Ouais. hem et facilité beaucoup plus le travail de groupe, le travail de questionnement, mettre les étudiants à l'aise, par ces pédagogies-là, et être beaucoup moins dans du descendant que ce que je pouvais faire par le passé. Tout Donc à fait. voilà et j'ai trouvé que les 2 se complétaient bien. L'enseignement universitaire oblige à une certaine rigueur, c'est du temps long, Mmh. et demande de la précision et de la nuance. La formation en entreprise telle que je l'ai découvert, est extrêmement optimisée, hem et crée une dynamique, et crée de la confiance et de l'envie chez les participants, de l'engagement qui était, assez remarquable. Voilà. D'accord. Donc Aïssaud demande si c'est en gros tu parlais du disque, par rapport aux couleurs, Exactement. et c'est marrant parce que je sais que j'ai été, initiée à ça moi par une coach en management, de leader. Enfin, en gros, comment voilà, former les leaders à faire du bon management. Et c'est vrai que je me rappelle que quand j'ai procédé au recrutement de mes apprentis, donc sans tomber effectivement dans ça, toi tu es une verte, toi tu es une bleue, machin, ça m'a quand même aidé de me dire, alors elle a un profil qui fait un peu ça. Donc, du coup, peut-être voir avec un profil un peu autre. Et c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire par le côté, bon, c'est des outils, on peut dire, bon, on va pas mettre les gens dans des cases,
Mais c'est quand même des outils qui peuvent guider sur des Oui, réflexions et sur oui. effectivement sur du management. Je suis assez d'accord. Ouais. Ouais. Et les prises de décision. C'est-à-dire qu'en Mm. fait, ça oblige surtout à regarder, se départir de son propre point de vue, de ses propres perceptions, de ses propres émotions, et vraiment de se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre, et euh, d'avoir conscience des différences. C'est facile à dire, mais c'est bien plus difficile à mettre en œuvre pour avoir une équipe qui va bien, et de comprendre aussi pourquoi avec certaines personnes, parfois c'est si Ça difficile matche de se pas, ouais. comprendre. Mm. Voilà. Et en même temps, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter que nous ne pouvons pas apporter, ou pas autant, ou pas de la même façon. Oui, ça, Et surtout la prise de recul par rapport à ça, parce qu'il y a des gens, on ne peut pas les supporter, mais ils ont un apport intéressant dans la boîte, mais ouais, faut. Mais c'est dur. Ah, et Mm. donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Mais au Ouais. moins d'en avoir conscience, de prendre conscience de ça, et bien, voilà. Et en faisant cet exercice du disque, parce que c'était exactement celui-là, pendant la formation, au début, donc, j'étais un peu au boulot. Et puis tout d'un coup, j'avais pris conscience que c'est là où tout d'un coup, j'ai dit, pourquoi je m'entendais pas avec tel prof Ah, de temps, ben voilà. Ah, mais bien sûr. Voilà. Et donc, je me suis dit, ah oui, non, en fait, il y a une certaine pertinence à ça. et du coup, t'es quelle couleur? Alors, moi, j'ai une grosse. On a toujours un peu les quatre, hein, Oui, on normalement. est toujours les quatre, ouais. J'ai une bonne dominante de jaune, Ouais. pas mal de rouge, puis après, du vert, du bleu. Euh, mais voilà, quand même. Et alors, c'est marrant, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, par rapport à il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, j'ai une grosse dominante jaune. Et là, ça s'est davantage équilibré. Est-ce que du coup, tu peux un peu expliquer les couleurs pour Oui. les personnes qui connaissent pas Bien sûr. Donc, c'est un outil, c'est ce qu'on appelle les questionnaires psychométriques, c'est pour simplement prendre conscience un peu de son mode de fonctionnement dans son comportement. D'accord? Donc, ça ressemble, si je caricature, ça ressemble à un questionnaire BIBA. Hein, voilà, vous avez, dans telle situation, j'ai plutôt tendance à être comme ci, faire comme ça, etc. Question A, B, C, D. Puis après, on a des petites voilà, correspondances pour à la fin établir donc sur je dirais, sur quatre, une grille, finalement un peu des préférences. C'est pas un profil, c'est vraiment pas ça, mais des préférences dans une situation normale, lambda. On a tendance plutôt voilà, à réagir d'une certaine façon. Et donc, il y a deux grands axes. Il faut imaginer que c'est une matrice, hein, voilà, où on va regarder est-ce qu'on est plutôt, allez, orienté résultat, rationnel, logique, ou alors plutôt sur les émotions. C'est la première distinction, hein. Et puis un autre axe qui est de voir si on est comment dire, extraverti ou introverti. Et quand on croise tout ça, on peut avoir des gens qui vont être extrêmement résultats, Mm. très introvertis, hein, donc un exemple typique, très souvent, c'est des métiers comptables. Voilà. Les gens, Mm. alors, ils sont hyper précis, ils sont hyper cadrés sur leur. Voilà, ça les rend dingue quand il y a un chiffre Mm. qui est pas dans la bonne case, quoi. Et puis nous, oh, on s'en fiche. Et vous, lui, c'est pas admissible, quoi. C'est pas possible. Voilà. Donc, ça, c'est un type. Ce qu'on est donc plutôt d'accord, c'est une couleur plutôt bleue. Voilà. Et puis, par contre, les rouges, c'est plutôt souvent un peu, d'ailleurs, des positions de manager, hein, parce qu'il faut être plutôt extraverti, donc aller vers les autres, prendre la parole, amener des décisions, même quand elles sont difficiles, et être assez orienté résultat, puisqu'évidemment, il faut faire tourner une boîte, Mm. voilà, s'assurer que bon. Et puis, les parties jaunes, c'est plutôt ceux qui sont donc extravertis et sur les émotions, très souvent plutôt créa. Donc, des gens que je sais pas, dans l'extrait, dans la pub, des artistes, etc., ouais, pas mal là-dedans. Et puis la couleur verte, c'est plutôt finalement un profil, ou plutôt non, une tendance de comportement un peu immédiate, intuitive, qui va surtout chercher dans la relation avec des autres, mais de manière un peu effacée, hein. Par exemple, des coachs, qui vont vraiment créer les conditions pour que les autres se sentent bien, mais sans être extravertis, sans prendre de Mm. position, sans être. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça la mosaïque. Et puis, ouais, il en existe plein d'autres, hein, mais Mm. celui-ci il est assez simple à comprendre, et, et assez facile à s'approprier pour juste se poser un peu la question même pour Ouais. soi. Ouais, et c'est vrai que il y a aussi le côté, je trouve, intéressant avec ces outils, ouais, le côté très concret. Parce qu'à l'université, on nous apprend à beaucoup conceptualiser, beaucoup réfléchir, beaucoup analyser. Donc, c'est une très grande force.
Mais c'est vrai que sur certains cas où il y a des décisions à prendre, au lieu de perdre malheureusement beaucoup de temps, c'est vrai qu'il y a certains outils, ça remet les choses dans leur simplicité la plus claire et évidente. Mmh. Au lieu de ouais, partir dans tous les sens, bah, voilà, Ou concrètement, d'intellectualiser extrêmement ouais. des choses. J'ai beaucoup vu à l'université, pour être honnête, hein, des conversations ou alors enfin, pas des conversations, des querelles, des conflits qui peuvent prendre vraiment des tournures extrêmement agressives. Hein. Et pourtant, la qualité intellectuelle des gens autour de la table est certaine et ils ont largement les moyens finalement. Mais c'est les comportements, ce sont les réactions, c'est cette intelligence émotionnelle voilà, dont on se rend compte de l'importance et des leviers et des freins qu'elle crée quand elle est Mm. bien ou mal utilisée, qui je trouve manquait parfois d'ailleurs parce que justement l'université forme beaucoup à des savoirs, à une analyse critique, une pensée critique extrêmement, extrêmement puissante, mais questionne peu sur le savoir-être Mm. et sur le comportement. Et donc, on peut être un fabuleux chercheur, enseignant-chercheur avec des idées géniales et une analyse critique, une pensée révolutionnaire. Et on va se battre pour un taille crayon parce que Ouais. voilà, donc ça C'est suffit. ça, et en plus, il suffit qu'il y ait les égaux, parce que C'est ça. c'est un milieu, enfin, le milieu universitaire est très très souvent, parce que pour arriver à ces postes-là, il faut se battre, il faut un sacré ego, et c'est vrai que pour certains, des fois, je me dis, mais est-ce qu'ils s'ennuient en fait, ces gens, pour se prendre la tête sur des choses aussi futiles, et effectivement, avec certains outils, peut-être que ça sauverait un petit peu Voilà, juste de certaines prendre choses, ouais. conscience de ce et finalement, exactement en prenant conscience de la différence des autres, aussi on peut remettre sa propre Mm. place, et qui n'est que celle-ci, et sans en faire des grands concepts, juste voilà, et de Ouais. laisser aller, et de laisser faire et de pas monter voilà. Donc, je pense que pour la plupart des milieux professionnels et d'ailleurs même pour les milieux, bref, je pense à titre personnel ou familial, hein, Bien sûr. ce genre de questions sont assez utiles. Hein. Donc ça, c'est un des gros apports, à vrai dire, de mes grosses découvertes dans cette formation professionnelle très orientée management et leadership. Ouais. C'était pas du tout mes sujets, mais ça a été extrêmement utile. Et du coup, toi, tu as formé pour ensuite t'occuper des programmes, ou tu as surtout regardé ça un petit peu, ouais, de... J'organise, je travaille avec les experts, Ouais. justement, donc travailler avec des coachs, avec des formateurs, des professeurs dans les business schools aussi, il y a voilà, des chercheurs, travailler avec eux pour construire les maquettes, les cours les plus personnalisés pour l'ENJ. Puisque c'était ça le but de l'université interne, c'est d'avoir aussi des cours très adaptés à son contexte. Hein. Ouais. Ça, tout ça, c'est des choses très culturelles et dans les organisations, il y a une culture propre. Et donc, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas juste plaqué avec un discours qui ne conviendrait pas, qui ne soit pas adapté, voire qui créerait des freins ou des réticences parce que c'est pas du tout applicable. En fait, c'est pas du tout la culture de l'organisation. Donc Mm. voilà, moi je travaillais avec eux pour monter les dispositifs. D'accord. Parce qu'en plus, tu disais plutôt, il y avait combien? 30 000 personnes? C'est Alors ça? il y a une cible potentielle de 30 000, on en forme 6 000 7 000 par an. D'accord. Donc, Et du coup, c'est une forme de volontariat, ceux qui s'inscrivent, ceux qui non, travaillent? alors oui, oui, non, non, ils demandent, il faut obtenir l'autorisation de leur management, du RH, puisque c'est pris sur les budgets évidemment de l'entreprise. Euh, et donc, ce sont dans leur plan de formation, ils vont faire les demandes pour assister, voilà, pour participer au programme. Et puis après, ça dépend de la hiérarchie, si elle laisse y aller ou Mm. pas. Et voilà, l'université avait un positionnement plus un peu haut, ça s'occupe pas beaucoup voilà, des niveaux managériaux assez haut placés, qu'on appelle dans le jargon des hauts potentiels. Ouais. Voilà. Donc, après, on faisait aussi des choses plus larges pour tout le monde, mais, historiquement, cette université est là-dessus. D'accord. Mais globalement, mais c'est valable pour tout salarié dans l'entreprise, ils font de toute façon une demande. C'est un des gros chevaux de bataille, un des gros chevaux, pardon, de bataille pour les acteurs de la formation, c'est de faire en sorte que les managers laissent les gens aller se former. Parce qu'évidemment, pendant qu'ils sont en formation, ils ne sont pas au travail. C'est ça? Et donc, quand on est sur un chantier, c'est du temps perdu, donc c'est de l'argent perdu. Ouais. Très difficile de justifier que en fait, la formation est un investissement et pas un coût.
c'est ça. Parce qu'en plus, les profils doivent être variés. Des personnes qui se forment, c'est pas que les managers et les cadres. Ah bah non, Enfin, bien sûr, ah bah bien sûr, une énorme population technique, sur des sujets pour le coup extra réglementaires, et puis de sécurité électrique, voilà, hein, c'est des sujets qui sont pour le coup, plus fondamentaux. Les grands postes de formation chez Engie, c'est de la santé sécurité en premier lieu, et puis, parce que c'est surtout les métiers industriels, c'est la sécurité, des installations, la sécurité des salariés qui est le 1er volet de formation. d'accord. Donc, voilà. Mais même là, se former à la sécurité, pour l'instant, on n'est pas sur le travail, on n'est pas sur le chantier. Donc, Ouais. c'est évident. Et, donc pour la partie aussi internationale, du coup, tu faisais ça. Ouais. Oui. Alors voilà, alors là, c'était donc comme c'est des grands groupes, tout ce qui est organisé, c'est décentralisé. Il y Hmm. a évidemment parce que ça n'a aucun sens de monter quelque chose depuis Paris, pour le Chili. Il y a très peu de chances que ça corresponde bien. C'est des coûts énormes parce qu'évidemment, on va pas amener un formateur pour aller jusqu'au fin fond de On trouvait sur Santiago. place, mais oui. Bien sûr, donc Hmm. c'est plein d'équipes qui gèrent ça un peu partout localement. Et voilà. Mais ça nous est par contre néanmoins arrivé de faire justement pour ces cibles hautes, des campus éphémères sur une semaine et qui, eux, donc on déplaçait. On en a fait au Pérou, on en a fait aux États-Unis, au Chili, au Brésil, à Dubaï, à Singapour. Euh, voilà, là et puis à Paris bien sûr aussi. Pour là vraiment créer pendant une semaine un grand moment de formation où il y a je sais pas, des dizaines et des dizaines et des dizaines de formations qui tournent en même temps. Il y a 2000 personnes qui sont rassemblées sur le même lieu et qui se forment en même temps et le soir se retrouvent, Hmm. et c'est des grands moments de convivialité aussi et ça c'était très sympa. D'accord. Et il n'y a pas un moment donné où tu te dis, bah tiens, euh, est-ce que j'aurais. Enfin, j'imagine la réponse, mais en gros, est-ce que tu t'es déjà posé la question, bah, qu'est-ce que ça aurait été si tu avais essayé de faire carrière académique en littérature ou essayer de Ouais. trouver un truc dans cette voie-là, quoi, je sais pas, journalisme ou autre, enfin, je sais pas. Alors oui, bah, j'avais la voie toute tracée. Hmm. Ayant passé l'agrégation et puis, Bah ouais. fini sur mon doctorat, j'étais vraiment, vraiment dans les clous. Hem et puis, et si, bien sûr, plein de fois, surtout au début, je m'étais dit, mais il y avait quand même, il y avait deux choses qui m'ont un peu freinée. Puis après coup, me dire, j'ai pas de regrets parce que je m'étais assez rendu compte que j'ai adoré mener mon doctorat parce que je trouvais que c'est une liberté intellectuelle pendant quelques années qui est incroyable. On a vraiment une liberté de pensée, unique, qu'on retrouve Hmm. plus jamais. Et j'ai vraiment des super conditions de travail et d'études, donc c'était vraiment génial. Mais par contre, assez vite, je m'étais rendu compte que dans ce cursus de recherche, je perdais la pluridisciplinarité que j'avais beaucoup appréciée pendant mes classes préparatoires, ou même à la rigueur pendant l'agrégation, où certes c'était que sur la littérature, il y avait énormément de disciplines néanmoins à mener pour le concours. Et cette pluridisciplinarité, j'ai vraiment toujours beaucoup aimé. Alors que là, avec le champ de recherche, ça obligeait à être extrêmement focalisé sur sur des siècles, parce qu'en littérature, vraiment, on tronçonne même par siècle en littérature française. Ouais. Donc, si vous êtes en 6e et 17e siècle, vous ne touchez pas au 19e. Un peu dans les cours, mais pas dans la recherche. Donc, vraiment, tu ultra spécialises. Et là, je m'y retrouvais plus trop. J'avais vraiment envie d'avoir une approche plus transversale, toucher à d'autres disciplines. Et donc, voilà. De ce point de vue-là, finalement, j'ai pas trop de regrets. Mon rêve, serait été de créer une école de littérature Hmm. serait pas, qui permettrait, vraiment d'équiper les étudiants, pas seulement à avoir une très bonne culture, mais aussi à être de très bons orateurs et de très bons, écrivains. Mais pas écrivains, nécessairement littéraires, mais, des gens qui ont vraiment une maîtrise de l'écriture, extrêmement forte. Or ça, on nous apprend pas du tout à écrire dans les Ouais. études de lettres. C'est très paradoxal, c'est très dommage, mais un étudiant de lettres, je trouve, devrait sortir avec des compétences de maîtrise orale et écrite, fabuleuses, Hmm. en plus de une culture. Et ça me manque cruellement et je regrette. Parce que j'aurais vraiment aimé des ateliers d'écriture, savoir manier le pastiche, justement écrire un article de presse, prendre un style journalistique, prendre un style comme ci, comme ça, un style d'entreprise, voilà, être en capacité de pasticher. J'aurais trouvé ça génial. Donc ça, ce serait mon rêve. Je vois pas très bien,
Si s'il y a Et le moindre business derrière, c'est-à-dire si ça peut tourner, non pas mais voilà. mais en plus, c'est marrant parce que, on avait un peu la même, discussion avec Narcisse, la dernière fois. Nous, en histoire de l'art, on nous apprend pas à créer, ce Voilà. qui est Exact. hallucinant. Enfin, et toutes les disciplines universitaires, j'ai l'impression que c'est un peu la même problématique, sauf peut-être en gestion ou autre, où là, ils sont beaucoup plus, concrets. Mais c'est vrai que ce que tu dis, bah oui, c'est dommage de peut-être est-ce qu'ils pensent pas qu'en gros, il y a cette forme d'évidence, dans votre cas, qu'en gros, vous savez écrire? Est-ce qu'il n'y a pas ce postulat de départ, Ouais. vous maîtrisez forcément la culture classique, vous savez écrire, vous pourriez faire Alors des il vers y a alexandrins, etc. ouais, et alors savoir écrire, ça fait bien partie des compétences auxquelles ils nous forment, mais dans un style universitaire. Voilà. Et d'ailleurs, et qui est que cela dit, on se fait vraiment, on apprend vraiment à écrire en ce sens. C'est-à-dire que dès les années déjà de classe préparatoire, puis alors lors du doctorat, on apprend vraiment, comme on dit, à avoir, il n'y a de style que d'idées. Donc Mmh. ça devient un style extrêmement épuré qui va essayer d'être le plus pédagogique et le plus épuré, le plus simple possible pour être le plus clair, le plus objectif. On Ouais, apprend vraiment à nettoyer son style c'est et vrai. c'est un très bon exercice, c'est pas de doute. Mais alors créativité, on la gomme complètement. C'est cette créativité, Mmh. je trouve, qui manque énormément et je pense que c'est qui pense qu'on sache écrire des vers, ça m'étonnerait fort parce que même, quelques-uns parfois il arrive, hein, que des professeurs de lettres soient aussi, Auteur ou autre, ouais. auteurs et cetera. C'est un certain nombre d'entre eux, c'est vrai. Souvent, les littéraires scribouillent un peu à côté, mais heu, mais enfin, c'est quand même pas du tout, je pense que ça a été peu structuré. Mais les études ont énormément évolué parce qu'au XVIIe Mmh. siècle, les étudiants, on leur apprenait au contraire à ne faire que du plagiat. Ils connaissaient tous les vers d'Horace et Virgile par cœur, ils les recopiaient toute la journée, ils pouvaient les annonner, ce qui les rendait dingues. Ils étaient beaucoup dans une culture au contraire de l'imitation. Et puis nous, c'est devenu très extrêmement justement rationnel et de pensée critique, et ça c'est génial. Mais il manque une dimension exactement comme dans l'histoire de l'art, exactement vous le disiez avec Narcisse l'autre fois, c'est que il y a on nous met peu en situation d'essayer nous-mêmes et je trouve que c'est vraiment dommage. Et paradoxalement, j'ai l'impression, pour avoir vu ça auprès de certains de mes étudiants, parce que j'enseigne à la fois dans l'université et dans les écoles privées. Et les écoles privées, j'ai l'impression que on les plonge justement trop dans la pratique. Exactement. Et du coup, bah voilà, écrivez un truc journalistique, écrivez un. Bah, ils savent pas faire parce qu'il n'y a pas derrière cet aspect conceptuel, cette culture aussi Mmh. académique. Et je me dis, mais on pourrait faire un truc entre les deux ou pas? Ça pourrait être. Parce que là, le truc, je trouve dommage, c'est que l'université est en train de mourir littéralement. Et alors que ça développe des connaissances, enfin une culture qui est juste impressionnante. Et que bah, parfois, ça me fait mal de ne pas l'avoir chez certains étudiants, ou même la curiosité d'essayer d'un petit peu de pousser la chose. Et rien que ça, comme tu dis, des exercices d'écriture, bah, il y en a, ils savent pas, quoi. Il n'y a Mmh. aucun style, en fait. Ouais, exactement. Et parce que pour maîtriser un style, il faut savoir l'analyser. Et donc, Voilà. c'est ce travail-là auquel l'université forme. Mais après, il n'y a pas cette étape de je le mets en application. En fait, ce serait une école de lettres appliquées, hein, ce serait un peu ça. Ouais. Les arts appliqués, ça existe, mais les lettres appliquées, non. Non. Et pourtant, c'est effectivement ça. Et, le problème, c'est le temps qu'on met pour Voilà. être compétent. Mm. Là où les écoles privées directement se focalise sur la mise en application, alors même que le bagage n'est pas là, Ouais. critique et théorique. Et là où l'université, elle met tout le paquet là-dessus et il faudrait qu'on ait des études, ça rajouterait encore du temps ou, je sais pas, mais c'est une vraie question. Et de là à ne pas avoir du tout, moi je m'étais surtout dit ça pour des étudiants qui à l'université, ça me faisait mal pour ça d'ailleurs que j'avais voulu quitter pour comprendre quels étaient les autres milieux professionnels parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants en littérature en échec, qui n'auraient de toute façon pas les compétences pour devenir professeur, enseignant, passer le CAPES, et cetera. Et qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils n'ont pas de compétences techniques, comment dire? Pratiques, appliquées justement, hein. Ils sortent avec, voilà, je cite Bailliac, Zola, et cetera, mais bon, et ils ont quelque part du retard par rapport à des écoles appliquées de communication, de journalisme, d'édition.
et qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Et pour le coup, là, c'est une mise en pratique, mise en application, et qui pourrait bien leur convenir, je trouve, hein. Avoir un peu de bagage et en même temps un peu d'application. Mais c'est pas simple à mettre en C'est place. pas simple. Ouais, comme dit Alicia, donc c'est pareil dans les études techniques, on ne voit plus les fondamentaux, on passe directement à la pratique application. C'est une catastrophe sur le moyen long terme. Mais du coup, est-ce qu'ils misent après sur la formation continue, la formation en entreprise? Enfin, je me pose la question. Ou alors sur la culture personnelle de la personne qui va s'auto-former. Mais trouver l'information, c'est pas toujours le Oui, et puis le temps. plus simple, quoi. On a son métier, Mm. et c'est du temps plein, et donc là, c'est là où le temps de l'étude se réduit à portion congrue, terriblement. Ma la question que je me pose, c'est en effet heu, l'évolution de ça. Je me demande à 50 ans ce que ça va donner, c'est-à-dire, ou même à 100 ans. Pourquoi? Parce que les vies s'allongent, les durées de vie s'allongent énormément, donc les carrières professionnelles aussi. Ouais. Et à partir de là, quand jusqu'à présent, on était dans un système où globalement, on met le paquet d'études, de formation jusqu'à 18, 20, 22, 24 ans, 28 pour les doctorants là, Mm. les attardés là, Mhm. et bien, on met tout le paquet là, voilà, énormément. Et là, ils ne font que de l'étude, ça bachote, ça travaille, voilà. Alors évidemment, il y en a qui sont quand même obligés d'avoir le travail plus les études, hein, ce qui rend les choses encore plus compliquées. Mais bon, globalement, puis après, ça s'arrête, on rentre dans son métier, puis après, pouf, c'est parti. Et avec ce bagage-là, c'est censé tenir toute la vie professionnelle. Et on s'aperçoit de plus en plus que ça ne Mm. suffit pas. D'où le fait que la formation tout au long de la vie, voilà, elle continue justement à se poursuivre. Mais ça reste toujours à des toutes petites portions de temps qui font que ça suffit pas pour vraiment se rééquiper, développer de vraies nouvelles compétences. Il faut vraiment faire des VAE, il faut faire des reconversions, des arrêts, hein, pour faire un master, quelque chose. C'est pas facile, mais je pense qu'on va aller de plus en plus vers on va reconnaître que le temps professionnel, il faut avoir la vraie césure pour se rééquiper et pour pouvoir passer à autre chose pour la prochaine décennie, les prochaines 20 années de son cursus professionnel. Ça ne va plus suffire de s'arrêter à 18 ans dans ses études, et en se disant qu'à 50 ans, ce qu'on avait après 18 ans, ou un concours qu'on a reçu, Mm. voilà, je pense à quelques concours d'élite là, parce qu'à 18 ans, ils ont été super forts un jour sur un examen, ça doit ça leur ouvre toutes les portes jusqu'à 60 ans. C'est curieux quand même. Faut se remettre en question. Donc j'ai tendance à penser, enfin j'espère, qu'il y aura comme ça du temps de plus en plus pensé pour les adultes, formalisé, pour leur permettre de faire des vraies coupes, des vrais moments de pause par rapport à leur travail, et se remettre en posture d'études. Voilà, j'espère. Ouais. Hop, attention de nouveau à ton micro. Ah pardon. C'est Ah pas grave. désolée. Les gens, alors je continue de lire ce que dit Essium. Donc les gens ne comprennent pas plus ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Ils savent juste qu'ils doivent le faire parce que quelqu'un un jour leur a dit qu'il fallait le faire. Oui, après en fait, effectivement, il y a en plus, on voit dans certains postes, même des postes de cadre ou de manager, c'est un petit peu comme l'usine, quoi. Et c'est un peu comme le cliché de Modern Times où ils savent plus ce qu'ils font. Enfin, c'est même plus qu'un cliché, ça existe encore. Et c'est vrai que chez certains cadres, même ça, chez eux, alors qu'ils sont censés, enfin, c'est censé être, ça fait partie de ce qu'on appelle, enfin, pour moi, c'est les travails improductifs dans le sens où ils ne produisent pas quelque chose concrètement. Mais il y en a parfois, on a l'impression qu'eux aussi sont sur en fait, une chaîne Oui, d'usine. bien sûr. Et surtout qu'on change de métier maintenant quasiment tous les 2 3 ans. Enfin, pas de métier complètement, mais on change très souvent de plus en plus de secteur ou de De poste, mission, de de mission. Ouais. projet. Ouais, Ouais. donc effectivement, sur cette question de la... La perte euh, de sens, et cette espèce de mécanisation, ça c'est effectivement, même si mm, c'est pas dans une usine avec une clé de 8 et puis des boulons, ça revient au même. La production de slides, ça peut très bien ressembler à ça, hein. bien sûr. C'est des trucs routiniers. Et en plus, le plus compliqué, c'est de faire en sorte que des gens se rendent compte ils sont devenus là-dedans, et que Ouais. en fait, ils sont pas bien, que c'est pas très satisfaisant. Mais très souvent, le confort Du du salaire, peut-être. poste, voilà, et puis du fait que bon, on se pose pas trop de questions, donc au moins c'est routinier. Mm. C'est très vite séduisant, alors que l'apprentissage
est un effort, c'est une remise en question, faut s'y remettre, hein, c'est un labeur, donc C'est et fatigant, hein. et voilà. Et là, on n'est plus forcément très enclin et il y a j'ai déjà entendu, hein, des gens me dire, oh, je suis un peu paresseux là. De dire, tant pis. Et de démissionner quelque part de leurs propres envies. Et donc aussi du sens qu'ils donnent à leur propre travail. Mm. C'est pas, ça, c'est Parce pas que terrible à entendre. bah, ça, c'est clair, Enfin, moi, je sais que je suis la première, le soir, quand je rentre du boulot, j'ai pas envie de travailler, enfin, j'ai pas envie de regarder des émissions intellectuelles, j'ai pas envie, enfin, parfois, je me forme parce que je suis obligée, dans certains cas, voilà, à me former à faire des choses. Mais globalement, le soir, c'est très compliqué, hein. Et j'imagine en plus les personnes qui ont une vie de famille à gérer. Enfin, c'est... Ouais. Et du coup, enfin, quand vous devez faire de la formation, les gens, c'était du coup sur leur temps de travail ou c'était, il y a des choses Bien en sûr. plus, ouais, Non, non, alors, et alors ça, c'est tout justement, c'est le l'intérêt, ouais. cheval de bataille, et Ouais, voilà, c'est sur leur temps c'est sur leur temps de travail, donc ils sont effectivement pas au travail, ouais, heu et heu et donc c'est là un des souvent ce que ça leur apporte. Ils aiment bien les gens venir en formation parce que c'est une vraie une bulle, coupure, une ouais, ouais, respiration, ouais. Et quand en plus on arrive à avoir des espaces, assez chouettes, un peu ouverts, alors là, c'est une vraie coupure. mm, Mais avec aussi, le couperet bah, tout le travail, il faut le rattraper derrière, ouais, et puis parfois avec quand même encore une culture eh ben, oui, va t'amuser, hein, pendant que nous on travaille, là. ouais, C'est pas évident, et dès qu'on amène un peu d'ailleurs, un peu de divertissement, un peu de ludopédagogique et cetera, c'est très, comment dire? C'est assez sensible. Parce que si ça devient trop ludique, c'est pas sérieux. Qu'est-ce que tu fais? Tu joues, tu t'amuses là, voilà. c'est ça. Et donc alors qu'on peut très bien apprendre très bien par le jeu, mais j'allais dire l'adulte, le monde adulte, alors que chez les enfants, ça se poserait pas trop comme question, mais chez le monde adulte, c'est très vite, voilà, sensible, on se reproche vite, le fait que ce soit pas assez sérieux, que ce soit trop ludique, trop agréable, et donc il faut, voilà, trouver l'équilibre pour que, certes, ça fasse une coupure et en même temps, et puis que ça les noie pas parce que donc comme c'est sur leur temps de travail et il va falloir rattraper derrière. Si on bourre les journées, le soir, ils ont pas le temps de rattraper ou ils reviennent le lundi avec une blinde de travail, donc c'est vraiment un équilibre qui est pas facile, Mm, à trouver. D'où le fait d'essayer ouais. d'optimiser. Et juste, enfin, la ludopédagogie, c'est-à-dire que toi, avec les formateurs et tout, c'est-à-dire que vous seriez prêt à mettre que de la ludopédagogie ou enfin est-ce que c'est si enfin moi je me pose sincèrement la question la question de l'efficacité uniquement par le jeu. Enfin en gros est-ce qu'il n'y a pas une perte de enfin en gros entre un truc qu'on peut apprendre sérieusement si on peut dire ça comme ça et la ludopédagogie je me demande s'il n'y a pas quand même Ouais. un clivage en gros il y a moins d'infos qui peuvent passer. Bah, en fait, je crois que, la ludopédagogie n'a de sens que si derrière elle est débriefée. C'est-à-dire que Ouais, si on fait un jeu, il faut qu'à un moment derrière on se pose, on n'est pas juste: «Ah on a joué, ah ouais c'était sympa». Oui, non, là on n'a rien appris. Il faut que ça de l'apprentissage devienne conscient. Donc il y ait quelqu'un pour débriefer et revenir sur: «Tu te mm, souviens à ce moment-là quand tu as joué ça? Tu regardes», on refait la partie en fait et là ça devient beaucoup moins marrant ouais, et beaucoup plus sérieux, mais c'est là où on commence à apprendre. avec des Donc concepts à expliquer bien sûr, etc. donc Ouais, d'accord. exactement. Donc là, c'est vraiment, ça ne peut de toute façon pas se suffire, même avec des enfants. C'est bien pour ça qu'à l'école, il y a des moments de jeu, mais il y a aussi des moments vraiment d'exercice, d'apprentissage, d'explication. Ça ne peut pas suffire. Ouais, L'apprentissage a besoin des 2 parce que l'apprentissage a besoin d'être structuré de manière consciente, et d'un retour sur erreur, d'un retour en arrière. Et ça, les mécaniques de jeu nous permettent guère. Donc il faut le formaliser, le structurer. Ouais. Donc mais néanmoins, on peut faire beaucoup si, encore une fois, c'est débriefé ou oui. c'est réexpliqué. Voilà. Que ça reste, enfin que c'est recontextualisé et que ça reste pas enfin, une sorte d'anecdote, juste une petite bulle, ouais. Exactement. Pour en Mm. tirer les leçons, hein, c'est bien l'expression, tirer des leçons de. C'est il faut faire ce travail de regard en arrière, revenir sur ce qui a été fait et d'analyse et de pause. Voilà. Et ça, Ouais. c'est l'apprentissage. Et ça me fait penser, tu penses quoi de la pédagogie par l'erreur? Ah!
Alors ça, combien de fois on a pu en discuter avec des formateurs? C'est effectivement assez délicat, parce que heu, ça amène vite les mauvaises leçons ou alors à créer des postures, extrêmement irritantes. Ouais, Heu, un exemple, et je me souviens de faire une discussion comme ça avec une directrice financière qui me racontait deux formations qu'elle avait vécues, une qu'elle avait détestée et l'autre qu'elle avait, adorée et ça posait exactement ce sujet-là. Dans l'un, pourtant la formation était extra, mais à un moment on faisait faire un jeu, justement, qui était extrêmement bien construit. Mais elle, ça l'avait, irritée au plus haut point parce qu'il fallait à 2 équipes différentes construire un pont avec des espèces de Lego, hein. Mais ils sont dans des pièces différentes. C'est un jeu de coopération, d'intelligence de communication et de travail d'équipe, hein. Donc on doit bien replacer son ego là où il faut et donc d'arriver à construire le pont avec plein de consignes dans un temps limité avec, voilà. Et le truc est vraiment mission impossible. vachement bien fait. Mais, voilà, un peu Mission Impossible, Mmh. mais c'est surtout qu'en fait, ce qu'ils découvrent, s'ils se posent assez bien les questions entre les 2 équipes, entre les 2 ambassadeurs des équipes dans des temps contraints, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas les mêmes pièces. C'est quasiment les mêmes, mais ce sont pas les mêmes et qu'en fait, il va falloir qu'ils les échangent en partie pour arriver à construire le pont, sinon ils n'y arriveront pas. Et quand elle avait découvert qu'en fait, c'était biaisé parce que de base, on s'était pas dit que c'était les mêmes pièces, mais tout le laissait à penser que c'était les mêmes pièces. Donc en fait, ça nous induisait en erreur Ouais. et qu'il fallait déconstruire le truc pour se rendre compte que si on se rendait compte de ça, alors c'était facile. Et ça l'avait vraiment irritée. Elle m'a dit, mais ça nous met en erreur pour pas grand-chose. Et me donner un autre exemple d'une formation qu'elle avait suivie où, sur du lean management, donc apprendre à améliorer les processus. C'est Mmh. quand même pas très marrant, hein. Eh bien, elle a dit: «La pédagogie était géniale» parce qu'on était partis de d'abord on était de elle avait dit: «Voilà un cas d'une entreprise, voilà, ça se passe comme ça pour, ils sont organisés comme ça, donc il y a tel mec qui apporte le courrier à tel autre, ensuite c'est traité comme ça, puis tu donc c'était toute la chaîne, hein, donc du processus et il dit: «Voilà, essayez d'améliorer, le processus de l'entreprise». Ils étaient 6-8 par table, c'était peut-être bien fait alors, et l'idée c'est qu'au premier round, on les amène par eux-mêmes à essayer de trouver améliorer une solution. Bon, ils donnent leur solution et ouais, c'est pas mal, OK. Hem, il les laisse un peu discuter, «Bon, pourquoi? Parce que vous avez fait ci ou ça. Bon d'accord, Bon écoutez, vous savez quoi? Vous allez reprendre votre copie, vous allez faire ça une deuxième fois» et là, les gens, la 2e fois déjà amélioraient nettement plus, mais toujours avec leur façon et puis après ils rediscutent avec les formateurs et cetera, on débrief, hein. Après il dit: «Bon écoutez, maintenant je vous amène quelques outils et vous voyez ce que vous arrivez à faire». Il amène des outils de lean management et là, paf! Ils ont explosé les scores Mmh. de performance, et là, et elle dit: «Ça, c'était super pédagogique parce qu'on était partis de nous, de ce qu'on était capable de faire avec notre intelligence, où vraiment on a fait du mieux qu'on peut, même une deuxième fois et de toute façon, on nous amène l'outil et là, on prend conscience de la puissance de l'outil, on le met tout de suite en Mmh. application» et voilà et une pédagogie donc qui n'était pas par l'erreur, puisque pas une fois on les avait mis en erreur, on les a juste: faites au mieux, refaites au mieux. OK, maintenant je vous emmène 2-3 trucs et ça, j'ai trouvé que c'est un très bel exemple, de pédagogie assez efficace, mais qui veut dire, et on le fait rarement, qu'il faut laisser le temps de refaire plusieurs fois le même exercice Ouais. à des apprenants. C'est rare. Oui, parce que c'est en général, Faut on prend pas passer, le au temps. chapitre suivant, voilà. Mmh mh. Et en fait, c'est quoi les leviers, on se dit que quoi? Que, parce qu'effectivement, comme dit Aesium, la question de la frustration, ça marche pas avec tout le monde, mais on se dit qu'on retient mieux, en faisant l'erreur ou enfin, en gros, c'est la même, enfin, c'est le principe de mémoire émotionnelle, c'est la Madeleine de Proust, mais revisitée avec l'erreur, c'est, Mmh. Ouais. Alors j'avais lu, il y avait des études qui étaient sorties, alors pas sur le fait qu'avec l'erreur on apprend mieux, par contre, avec un peu de stress, on a une capacité d'apprentissage nettement plus forte. Donc je le et en tout cas jouer sur les émotions certainement, ça aide très, très fort à l'apprentissage. mmh, Donc il faut vraiment créer ces conditions-là et l'émulation, hein, justement un peu ce stress, soit parce qu'on va mettre un temps limité, parce que, on va demander aux gens à la fin de venir, présenter leur travail, à d'autres, ou parce qu'il y a un petit côté un peu compétitif, donc il y avait des études comme ça de neurosciences qui étaient sorties pour dire, il y a le travail sous stress et l'apprentissage sous stress est
s'il est bien mesuré, mais être plus efficace. Il faut quand même créer les conditions qui ne soient pas trop lents, pas trop faciles, Ouais. pas trop passifs ou placides. Voilà. Donc il y a aussi la gestion du stress, du coup. En plus de Ouais, la capacité de mémorisation via le stress, mais en plus la gestion de son propre stress. absolument, exactement. Et c'est là où on revient au 10, c'est que tout le monde ne réagit pas de la même façon et surtout pas Mm, sur les mêmes sujets. bien Donc, sûr. ouais. Je demandais ça parce qu'en fait, chez les pompiers, c'est comme ça qu'on apprend. Enfin, Ah, toutes nos formations en secouriste, bon, après, il y a aussi l'expérimentation, hein, notamment pour tout ce qui est incendie, ils font passer par des caissons, etc. Mais en tout cas, en secouriste, ce qui fonctionne beaucoup pour apprendre, c'est la pédagogie par l'erreur. En gros, on a des cas, mais on se dit, mais c'est pas possible, en fait, ça peut pas arriver. Des cas pareils. Euh, et je m'étais demandé, voilà, est-ce que c'était par rapport à ça? Et je m'étais demandé aussi, dans le cas en plus chez les pompiers, est-ce qu'il n'y a pas aussi le cas de, vous ferez forcément des erreurs si vous êtes trop dans si vous êtes trop coupé des autres, et en gros ne pas penser collectif. Enfin, je me suis demandé s'il n'y avait pas hum, aussi une manière de dire, bah écoute, là c'est à toi de dire, j'ai besoin d'aide. En fait, je bien sûr. comprends pas, j'ai besoin d'aide. En gros, de ramener quelque chose de humble dans Ouais, sa posture et en plus la gestion du stress, quoi. ouais. Et alors là, je pense que tu pointes quelque chose qui est très juste, c'est-à-dire, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve très souvent quand même cet usage de pédagogie par l'erreur justement, dans des formations plus sur ces compétences soft, hein, Ouais, de comportement, parce que c'est comme ça qu'on fait prendre conscience aux gens quand même très souvent, de manière rapide, de regarde là, tu es dans ta bulle, tu n'as pas vu l'autre à côté. Et ouais, ce qui, évidemment, sur une situation d'urgence ou de secourisme est particulièrement critique, mais qui va dans une situation de management ou même d'équipe, hein, classique, où il n'y a pas en soi il y a pas, voilà, il y a pas le feu au lac. Mais par contre, dans la durée, sur le long avec terme, ton, bien sûr. c'est délétère, et bien d'amener ça. Donc très souvent, il va y avoir un peu cet usage malgré tout de petits exercices, de petites choses où voilà, on va biaiser un peu, mais juste pour faire prendre conscience que regarde, tu serais tourné vers la table d'à côté, tu aurais trouvé ta solution. Bah, ouais. Ouais. Ouais, Et donc, la pédagogie par l'erreur a l'avantage aussi, en général, c'est rapide et on s'en souvient. oui. C'est mémorable. C'est agaçant, mais c'est assez mémorable. Donc, faut la doser, pas être que là-dessus. Mais sur les comportements, c'est quand même très souvent un bon aiguillon et une bonne piqûre de rappel. Ouais. Bah, en fait, je m'étais même posé la question, et encore moi ça va, parce que je le gère assez bien, mais quand on a des profils un peu comme moi, universitaires, syndrome de l'imposteur, etc., je me suis dit, c'est qui tout double en fait. C'est une pédagogie qui peut être terrible à gérer d'un point de vue frustration, d'un point de Oui, vue... oui, Enfin, je oui, sais que pour moi, il y a eu des périodes très difficiles pendant ma formation secouriste parce que je me suis dit, waouh, c'est pas possible. Et ça venait même à un blackout euh, de, de toutes mes connaissances, comme si je ne savais plus rien. Et je me suis demandé si c'était pas en raison de la pédagogie par l'erreur qui remet tout en cause. oui, et quand on a le syndrome du bon élève, ça fait mal. Mm. Chaque fois d'être dans l'erreur. On n'est pas du tout, on est quand même biberonné toute notre éducation sur la bonne note. Ouais, ouais. Hein, le bulletin avec le truc en rouge quand même. Hein, Mm, et mm. donc, qui a pas des souvenirs atroces de soi ou d'amis qui ont eu des moins, je sais pas combien, des dictées, trucs Ouais, traumatisants, quoi. Et donc, je pense que comme on est biberonné là-dedans, une culture de l'évaluation quand même très très présente en plus dans les systèmes français, c'est dur. Et quand on a été bon dans le système, tout d'un coup on va dire ah, voilà, tiens, erreur, 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 c'est autant de claques. ouais. Donc, c'est d'où la question, je pense, des dosages. Je sais pas comment, d'être un peu vigilant, effectivement, quand on monte les dispositifs, pour avoir des moments où aussi on va rassurer les gens sur ce droit à l'erreur Oui. et cette gestion de l'erreur. Il vaut mieux la faire maintenant que plus tard sur site ou sur opération, c'est sûr, mais il faut aussi que les gens, on leur laisse la capacité d'encaisser Mm, émotionnellement les erreurs. C'est très, très facile à dire parce que de l'erreur, on passe vite à l'échec. Hein. mm, mm. Ah, Mais globalement, ça va. Enfin, là-dessus, ils font très attention. Enfin, surtout les formateurs, ils sont d'une très grande bienveillance et ils voient quand ça va pas, ou effectivement, la phrase qu'on sort tout le temps, c'est il vaut mieux que tu te plantes maintenant que sur intervention. oui, c'est ça, bien sûr. Voilà.
sûr. C'est la phrase. Et c'est-à-dire que même pour l'aspect sécurité technique, chez Engie, il y a pas de formation pédagogique par l'erreur avec des cas comme ça, un peu une centrale qui explose, qu'est-ce qu'on fait Si, si, bien sûr, beaucoup de mise en situation, bien sûr, Ouais. avec les mêmes, ouais, ouais, et répétition des gestes et des pièges, bien sûr. Même dans les modules en ligne qui sont voilà, partagés pour tous les salariés du groupe sur Mm. la gestion des risques voilà, la sécurité la plus fondamentale dans le groupe. Il y a énormément de situations qui sont proposées. C'est vraiment fait pour induire en erreur, clairement. Mais après, on s'en souvient. Encore une fois, on s'est trompé Ouais. sur cette situation. Oui, oui, bien sûr. C'est fait pour déclencher, c'est fait pour, créer En fait, c'est fait pour réagir, Ouais. pour provoquer une réaction. Et donc, bien sûr, si, Mm. vu les enjeux, effectivement, de centrales nucléaires, de centrales gaz, centrales thermiques, centrales... oui, il y a de quoi Ouais. faire pour faire attention. Mais c'est vrai que c'était ça en général. Pareil, quand parfois je faisais une. Enfin, je bloquais et tout d'un coup je faisais un truc. En général, le formateur me disait non, mais en fait, t'as fait au moins quelque chose. En gros, peu importe, t'as fait un truc, t'es pas resté bloqué et Ouais, paralysé. Parce qu'apparemment, c'est un moyen aussi finalement c'est un moyen de recruter quelque part. Enfin, c'est de dire, bon, bah voilà, cette personne-là, on n'est même pas en vraie situation. Alors imagine sur une vraie situation, elle va complètement elle ne craquer, saura quoi. pas réagir. Réagir, Mm. exactement. Voilà. Et donc, il faut l'amener à réagir et l'entraîner à être en capacité de réagir, quelles que soient les conditions. Donc, mais c'est là où c'est de la formation qui est quelque part qui est éprouvante. Ouais. C'est pas la formation, je dirais, bonbon, voilà, Madeleine de Proust. Mm, mm. Tout à fait. Alors après, au-delà de la pédagogie par l'erreur, il y a aussi un petit côté satisfaction de trouver une solution à une problématique qu'on a parfois contribué à créer par l'erreur. Ouais, ok. Et j'ai l'impression qu'on retrouve ce genre de comportement, facilité pédagogique face à l'erreur dans les métiers de l'ingénierie. Ouais, voilà, ça rejoint effectivement le... Ouais, 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 parce que en plus, il y a des implications directes, alors que... Voilà, moi, c'est vrai que moi, je vois dans le monde de l'histoire de l'art, c'est pas du tout des problématiques qu'on aurait pu retrouver. Genre, mon Dieu, tu t'es trompé sur l'attribution d'une œuvre, le musée va s'effondrer. Enfin, C'est ça. c'est Il y ça. a pas mort d'homme, en fait, sur ces C'est... disciplines-là. Tu t'es trompé sur Balzac, bon, bah, tant pis. Voilà. T'auras zéro quand même, mais c'est pas grave. Oh. Mais les ingénieurs sont pas câblés pareil en même temps. Ah, voilà, ça y est. Ça troll son propre secteur d'activité. Bah bravo à Essium. C'est terrible. Ouais. Et par rapport à ton choix du coup d'aller dans le, on va dire dans le secteur de l'entreprise, est-ce que y a des personnes qui ont été complètement mais hallucinées de dire mais qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle quitte le milieu de la recherche, en plus elle a une agrég, enfin est-ce que tu as eu des comme ça des réactions complètement Ah oui. Ah oui, et puis pas forcément très bienveillant. ouais, 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 j'imagine. On m'a dit: «Ah bah, c'est bien, tu pars à l'usine». «Pars à l'usine?» Ah oui, non, non, c'était pas très bienveillant, donc bon, déjà, il y avait souvent des interprétations, déjà méconnaissance totale du monde d'un milieu par l'autre, donc Ouais. généralement, le monde de l'entreprise est quand même peu connu des milieux de la recherche littéraire, donc il y a ce 1er point et puis, et en plus souvent avec des pensées politiques dessus, donc c'est grand capital, Oui, il y a c'est une dimension idéologique derrière et politique, hein. Mm, immédiate, voilà, donc mm. forcément, c'est du diable. Donc il y a quand même un petit regard comme ça et puis sinon et très vite ça a été aussi, bon, tu fais ce que tu veux, mais alors pouf, coupure totale, hein, Ouais. voilà. Et certains aussi ont évidemment certaines actions très positives en disant: «C'est super», voilà, c'est une curiosité, une ouverture, et puis, et on pourra continuer à faire plein de choses et c'était très, très ambivalent, mais oui, il y en a pas mal qui n'ont pas compris, surtout parce qu'en plus, en soi, j'avais vraiment un bon profil pour continuer. Mm. Mais voilà. En même temps, ils sont tous conscients, ça revient aussi.
l'état de l'université, la pénurie de postes qui est dingue. Et ouais, c'est de pire en pire, hein. Finalement, voilà, Mm. ça se comprenait aussi pour ne pas dépendre d'un système dans lequel finalement on peut attendre un poste 10 ans et bien frustré pendant 10 ans à Ouais. attendre un poste qui au final n'est même pas non plus voilà, merveilleux, qui transforme pas une vie non plus. Voilà. Il y a eu un peu une réaction assez ambivalente, ça dépendait de qui Ouais. et des convictions de chacun. Ouais, ouais. Et enfin, mais c'est marrant parce que moi, ça a été la même. Enfin, il y a des personnes qui ont dit, bah tiens. Enfin, c'était entre les deux. Et même chez les personnes qui encourageaient le fait que je quitte le monde scientifique, il y avait quand même, je ressentais une part d'envie, mais des personnes qui n'osaient pas. Enfin, on sentait comme si c'était trahir tout ce qu'elles étaient en amont. Et il y en a, je me dis, mais c'est dommage en fait, parce que ils attendent encore à la porte du monde scientifique et les postes n'existent pas, enfin, de moins en moins. Oui. Et ouais, En fait, c'est exactement ce que tu dis. Bon, et on en revient à cette histoire de disque quelque part. Ton départ provoque des questionnements chez des comme une espèce de trahison mais c'est mon départ, ça me concerne moi, ça t'empêche pas toi d'être bien Mm, dans ta voie si t'es bien. Mais vu un peu comme si Resta, ça les remettait eux en question dans leur propre choix. c'est Alors qu'en ça. fait, non. Alors que ça fait un concurrent en moins. Alors exactement, de ce point de vue-là, certains on était bien, voilà, ah c'est bravo, super. Ouais, c'est ça. Au revoir. Ciao. Surtout, voilà, Ouais. c'est des milieux qui se parlent difficilement. C'était bon, au bout d'un an chez Engie, j'avais revu donc les personnes qui t'ont joué le test, etc. Et qui m'avaient dit, mais bon, vous allez bien revenir là. C'est pas intéressant ce que vous faites là chez c'est quoi, EDF? Bon. Donc j'avais trouvé ça là pour le coup d'un manque de curiosité et Mm. presque j'ai envie de dire, de respect de l'autre assez poussé, assez décevant. Parce que moi je leur demandais rien, mais enfin, de tout de suite plaquer des jugements a priori, je trouvais que c'était quand même assez... Bah, c'est en plus, je pense, parce que comme tu avais la grecque, je pense qu'il y avait ça aussi. Je pense qu'il y Ah avait, bah, ouais. mais bon. Bah, on fait ce qu'on veut, quoi. Surtout C'est. qu'eux ne me proposaient, il n'y avait pas de proposition de poste, je n'avais pas, mais proposé quelque chose et j'avais tout quitté. J'étais à la fin de mon doctorat et j'allais devoir candidater comme tout le monde dans la jachère des Mm, postes. Donc, je libérais plus une place qu'autre chose, à vrai dire. mm, mm. Mais bon, donc, et puis j'avais pas fait encore mes décisions. Mais c'est ce qui m'a vraiment frappé, c'est l'absence de questions, l'absence de curiosité Ouais. sur qu'est-ce que c'est que ce monde, qu'est-ce que tu fais, comment ça se passe. Voilà, certains oui, mais vraiment d'autres, des jugements, vraiment, des œillères terribles, terribles, très curieux. Après, est-ce que ces œillères, c'est pas justement pour s'empêcher de trop réfléchir à ce milieu-là comme opportunité de partir? Voilà, et puis et résultat aussi de se dire, bah, résultat, ça veut forcément dire que le mien n'est pas bien et que quelque part, ça le remet en question. Alors qu'en fait, non. Je pense qu'un milieu va bien quand aussi, au-delà des questions matérielles, etc., qui sont, je suis en clair, un vrai sujet, hein, mais, un manquement grave. Mais, euh, mais néanmoins, de laisser les gens partir et de le vivre positivement, ça veut dire aussi on peut se questionner sur, bah, tiens, le cursus, qu'est-ce qui t'avait plu ou pas, comment est-ce que, quel regard tu peux porter sur ces études de littérature que tu fais pendant 10 ans. Enfin, le questionnement est sain, c'est normal. Et après, bah, y a des gens qui font autre chose, peut-être qui reviennent, mais ça circule. Et quand on est plus à l'aise avec ça, et que justement, quelque part, je pense que la culture même de l'organisation, donc là, de l'université, va mieux. On mettre un peu de sérénité là-dedans, alors que juste laisser les gens, enfin, voir les gens partir et penser que c'est une attaque, c'est un peu dommage. Mm. Bah, c'est comme si on quittait l'équipe, quoi. Enfin, Oui, il y a ce côté clan un petit peu, et effectivement, comme tu dis, il y a une dimension, enfin, il y a
hop, le tampon monde capitaliste, entreprise. Enfin, je pense qu'il y a ça. Il y a ça aussi par rapport Ouais, à, au monde entrepreneur. Enfin, ouais, le monde de l'entreprise, quoi. ouais, ouais, Alors que bon. Et, c'est un milieu professionnel comme un autre, mais ouais, surtout que l'université, par certains points, elle copie certains aspects du monde de l'entreprise. Donc bon, moi, ça me fait rire. C'est facile de critiquer quand on refait exactement les mêmes ouais, process dans certains. Enfin, ouais, et puis et que la bienveillance, je veux dire, le bien-être au travail euh, est quand même, et pas seulement par les conditions, mais aussi certainement par la manière avec laquelle les gens s'organisent et travaillent entre eux. À l'université, c'est parfois vraiment très, encore une fois, loin très d'être la violent, ouais. panacée. Ah ouais, ouais, ouais. Mm, Donc, quelque part, je trouve que à l'université d'Engie, c'était vraiment beaucoup de bienveillance et des gens vraiment extra. mm. C'est aussi des raisons qui, certes, n'étaient pas mes sujets, alors, soyons évidemment beaucoup de. La culture, la littérature m'a manqué un paquet de fois. Hein. Enfin, j'adorais Ouais. la discipline, j'adorais faire des ateliers d'écriture dans tous les sens, etc. Et ça manque, vraiment, dans les entreprises, peu de culture, je trouve. Voilà, ouais. C'est vraiment très, très dommage. Mais par contre, au quotidien, les relations de travail sont super. Ouais. Et ça, justement, cet aspect culture dans la formation, notamment chez NG, etc., ils n'étaient pas très, enfin, ils sont ouais, pas très ouverts sur ces questions, je sais pas, atelier d'écriture, culture générale. Il n'y a pas des gens qui ont envie d'être formés à ça ou Mais c'est que n'importe quel adulte se dit, mais ça me dans sert le à temps que quoi? j'ai, Ouais. voilà, c'est toujours le même truc. Et donc, qu'est-ce qui va m'être le plus utile dans mon boulot? C'est sûr que ni l'histoire de l'art, ni la littérature, c'est le premier truc qui vient pour dire, ah bah ouais, ah bah, ah bah, enfin, je prends ça, c'est sûr. C'est exactement ce qui me manquait. Ah, c'est vraiment, ce sont des disciplines qui se justifient mal par l'utilité. En fait, ils ne se justifient pas par l'utilité. C'est pas l'utilité immédiate, non. Mais par contre, c'est quelque part, elles sont plus fondamentales que tout le reste. Mm. Mais, mais pas dans un quotidien, une immédiateté, un utilitarisme Ouais. qui est quand même, pour le coup, dans n'importe quel monde professionnel, je veux dire, c'est pourquoi les salariés sont payés. Hein, voilà, tu es là pour faire ton boulot. Et c'est valable, encore une fois, à la fonction publique, tout pareil. Hein. Je suis pas sûre qu'un agent de la fonction publique puisse dire ah, bah, je vais me prendre 6 mois de formation en histoire de l'art. Tiens, vous me le payez. Écoute, et donc, c'est juste. On attend justement des salariés, des agents développer des compétences pratiques applicables, mobilisables, utiles. Et donc, voilà, c'est là où toutes les disciplines culturelles, les Mm. humanités ont du mal à se frayer une place. Mais ça, c'est quand même dramatique, quoi. Enfin, ouais, comme disait la faucheuse, c'est la course à la productivité, produire plus vite, mieux, etc. Et c'est vrai que, enfin, moi, je le vois quand, avec ma plateforme de cours en ligne en histoire de l'art et du luxe. Enfin, tout le monde me dit, ouais, c'est super, c'est génial. Mais derrière, les gens disent, ah, j'ai pas le temps. Et voilà. Et enfin, Ouais. c'est Créer les dramatique, conditions pour quoi. prendre le temps. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment c'est le gros sujet. C'est pour ça que mon rêve, pour revenir à ce que je disais tout à Ouais. l'heure, sur le fait que dans la formation tout au long de la vie, je trouverais génial qu'à un moment, au lieu d'avoir des services militaires comme on avait autrefois, et puis même un service civique à 18 ans, je trouverais génial d'avoir, je sais pas, autour de la quarantaine, à un moment où tu devras t'arrêter, c'est une obligation légale, tu vas t'arrêter pendant 2 ans, tu vas faire un cursus citoyen, et là, pour le coup, les universités auraient toute leur place pour le coup, des choses pas applicables, immédiates, etc., mais vraiment de savoirs qui sont nécessaires à un citoyen. Maîtriser les rudiments du droit, parce que quand on vote, on devrait savoir comment ça fonctionne, Mm. et pas juste un peu parce que j'ai lu 3 articles, mais parce que vraiment on m'explique les institutions. Et voilà, un peu de droit, un peu d'économie, comprendre aussi le fonctionnement de la monnaie, voilà, mais vraiment, et puis de la culture, vraiment une formation de citoyen, j'ai envie de dire, où on te donne les conditions dans ton parcours, avant de faire une vraie césure. Enfin, voilà, ce serait magique.
Et là, les universités auraient toute leur place. On ne se pose pas la question de l'utilité immédiate, justement, de la productivité, de l'employabilité. Non, c'est juste, c'est nécessaire et c'est pas juste, on ne bourre pas les programmes pour les faire rentrer en première, terminale, seconde sur le mois de juillet ou août, mais plus tard, dans sa vie professionnelle, on aura des vrais temps de césure où on forme les citoyens du pays. Ouais. Ça sera chouette. Mais bon, après, l'université, là, j'ai pas trop regardé ce qui se passait, ce qu'ils disaient en ce moment, mais en tout cas, il y a un début de réforme qui va être mis en place autour de l'aspect très pragmatique que doit prendre l'université. Bon, vraiment, j'ai pas lu ce qui s'était dit, notamment par Macron là récemment, mais Toujours ouais. On revient toujours au même sujet de la est-ce que rentabilité de la connaissance, quoi. voilà. Et en même temps, on l'a bien dit tout à l'heure, le comment dire, nous on regrettait que dans les cursus d'études supérieures à l'université, on n'avait jamais touché à de la création, à de la fabrication, hein, j'ai envie de dire, Mm. de produire des textes, produire des œuvres d'art. C'était beaucoup de l'analyse. Donc on est toujours dans cette hésitation entre la connaissance théorique et qui est énorme, qui demande du temps pour être acquise, et puis laisser du temps à la connaissance pratique, parce que sinon on laisse ça à des écoles supérieures. C'est une question extrêmement compliquée, et en général, quand les politiques s'en mêlent, c'est pas terrible. Ouais, Mais bon. c'est. Après, je pense que c'était aussi l'aspect américanisation finalement de l'inscription à la fac, où ça va devenir cher, etc. Et mettre de côté pas mal de monde, malheureusement, quoi. Enfin, je pense que c'était aussi ça le. Et encore une fois, j'ai pas vraiment tout vu de ce qui s'est, enfin, entendu ce qui s'était dit là récemment. J'ai eu beaucoup trop, trop de choses à faire. Et puis c'est compliqué, voilà, c'est compliqué de trouver le temps. C'est toujours ce fameux diktat du temps à trouver. Ouste les gueux. Bah, bravo la faucheuse. C'est terrible. Mais ouais, mais c'est vrai que ouais, je me demande comment l'université va. Parce que, et en même temps, effectivement, moi je me rappelle quand j'étais étudiante, à la fois le côté extraordinaire de réflexion, d'intelligence des profs, et en même temps ce côté complètement descendant était extrêmement frustrant à plus d'un titre. Et en même temps, le côté, au contraire, dans les écoles privées, je vois, il y a de moins en moins de théorie, de plus en plus de pratiques, alors que les étudiants ne savent rien. Enfin, il y en a certains qui sont un peu trop imbus de leur pseudo-connaissance, alors qu'il y a des fondamentaux qu'ils n'ont pas du tout. Ouais. Et ouais, pourtant, la Un solution, elle a l'air équilibre. simple, quoi. Ouais, c'est pénible. Mais c'est vrai, et puis un équilibre qui est très dur à trouver, et c'est entre le temps qu'on donne à la formation, le comment dire, l'objectif qu'on va lui donner, les moyens dont on dispose. C'est vraiment Ouais. c'est une triangulaire ouais. Et ce sont des choix. Mais là où les écoles font des choix assez différents, clairement, de l'université. Ils biberonnent les étudiants, les universités, les étudiants se débrouillent, on les forme beaucoup à l'autonomie, hein. Mm, mm. Ouais, donc alors que dans les écoles, c'est beaucoup plus à de la culture projet, du collectif, de l'équipe, hein, c'est extrêmement poussé à ça. Donc, les deux sont utiles. Mm. Et c'est vraiment ce que enfin, le problème, c'est qu'on ne peut pas bourrer, voilà, on ne peut pas bourrer les programmes, les temps scolaires ou universitaires. Voilà. Je pense qu'il va falloir l'étendre Ouais, sur dans la des années, vie ouais. professionnelle, parce Mm. que toute la quantité de savoir ne fait que grandir. Donc aujourd'hui, est-ce que les lettres classiques, on arrête le latin, le grec, ça sert à quoi? C'est mort. Bah oui, mais en même temps, c'est tout l'héritage d'une civilisation, Mm. et qu'à partir de là, on peut plus la comprendre quand il n'y a plus personne qui ne parle ces langues et qui ne peut les déchiffrer. Donc bon, et en même temps, aujourd'hui, il y a tous les nouveaux langages informatiques, toute cette révolution numérique, là aussi, il faut bien, c'était des nouveaux savoirs, et là aussi, il faut bien falloir mettre du temps dessus. Ouais. Et les journées sont pas extensibles, donc
Mm, mm. Ah, mais Pour comme en moi, plus on met de plus en plus en place, bon, je pense notamment au numérique, d'outils qui systématisent les process, c'est pareil, on comprend plus ce qu'on fait. Je pense à notamment ce qu'on appelle le no-code, mais qu'en fait c'est du low-code. Donc en fait les gens ils disent ah, bah tiens je peux faire un site internet sans coder, bah en fait ouais ils peuvent faire vite fait un truc, mais à partir du moment où on commence à rentrer dans du détail, de la technicité, bah ouais mais là non vous avez besoin d'un professionnel en fait. C'est pour ça qu'il y a encore ces métiers qui existent, il faut encore savoir développer, enfin il y a des... Et bah pour moi c'est pareil que le grec, enfin l'étude de certains textes, l'étude de l'histoire, enfin en fait, c'est usant de se dire, bah tiens, rendons tout facile, tout hop hop hop. Enfin, c'est bon que le cerveau fonctionne aussi, hein, parce que sinon, si on réfléchit plus, ouais. on gobe tout sans réfléchir. Enfin, Oui, et puis alors après, on est persuadé, c'est à ça que sert l'histoire pour moi, hein, on est persuadé d'être sur des situations inédites, alors qu'en fait, ce sont rien d'inédit du tout. Elles se sont déjà produites et bien et parfois de manière beaucoup plus forte mais dans d'autres cultures, dans d'autres formats, dans d'autres situations. Mais par exemple, la révolution numérique, c'en est une, clairement. Révolution de communication incroyable qui bouleverse là le monde depuis maintenant 20 ans, c'est certain. Mais pour moi, elle est extrêmement semblable et on va souvent comparer à la révolution de l'imprimé, à partir de Gutenberg. Révolution, mais c'est fou le changement que ça amène. En plus, avec des nouvelles découvertes en même temps quand on y pense. Gutenberg et la découverte de l'Amérique, c'est une révolution culturelle, une révolution de communication. mm, Pour la première fois, on peut diffuser et l'accès à l'information se déploie à une vitesse phénoménale et en plus, on découvre des nouveaux mondes. Dire, le changement de ouais. paradigme, il était extrêmement puissant il y a 500 ans. Les gens refusaient d'ailleurs le livre imprimé. Pendant très longtemps, les lettrés, préféraient, comment dire? Les papiers, les manuscrits, faits sur vélin et cetera, parce que qu'est-ce que c'est que ce truc imprimé là, bas de gamme, c'est moche, ça va pas du tout, c'est pas comme ça qu'on se cultive. Ouais. Enfin, on appauvrit la pensée, et résultat, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on a inventé la censure, parce qu'il y avait pas besoin, puisqu'avant il n'y en avait pas, puisque personne n'avait accès. Mm. Et puis comme voilà, donc les systèmes se transforment de manière parfois extrêmement forte, mais cette révolution-là, on se dit oh là là, c'est incroyable, nous avons du cas, je sais pas quoi. Bah, il y en a eu d'autres, hein, des sacrées grosses révolutions, des changements complets, Mm. complets, de révolutions coperniciennes, tout ça, c'est la même époque. C'est quand même incroyable. On va arrêter de penser que le soleil tourne autour de la Terre, on va pas arrêter de penser que la Terre est plate, on va découvrir qu'en fait il y a d'autres continents, on va découvrir que quand on peut imprimer et diffuser massivement et faire lire énormément de monde et diffuser de la presse. C'est fou, c'est Mm. complètement fou cette époque. Donc voilà, pour moi, et de nous remettre un peu en perspective, je trouve, c'est à ça que servent nos matières, Ouais. qui va à beaucoup d'aspects, à beaucoup d'égards, semblent pas utiles. Ouais. À être humble face au monde. Moi, à chaque fois, quand les étudiants ils me parlent de mondialisation au singulier, je fais non, non, mais arrêtez avec le singulier pour la mondialisation. On est, enfin, on parle des mondialisations. Enfin, arrêtez de penser que la route de la soie, c'est pas une forme de mondialisation. Bah, tu évoquais l'imprimerie, mais en même temps, tu as la chute de Constantinople qui Oui, implique de repenser tout le système commercial européen et donc bah, de repenser tout ça. Et vous croyez quoi? C'est différentes formes de mondialisation. C'est juste qu'on ne connaît pas tous les continents. Mais ceux qu'on connaît, vous inquiétez pas, hein, on n'est pas chacun chez soi. Hein. Ça bouge tout ça. Donc, ouais. certains pensaient que le bateau, limite, avait été inventé à la Renaissance, quoi. Non, non, vous Beaucoup de inquiétez choses ont été pas, inventées à la Renaissance, mais non, effectivement. c'est ça. Vous inquiétez pas, les Vikings ont été aux États-Unis avant. Hein, voilà, c'est. Donc ouais, enfin vrai que ça retrouver ce côté humble et pour moi c'est aussi à ça qu'elles servent. Hein, c'est au-delà du bien-être que ces cultures apportent, enfin la littérature, l'histoire de l'art, ça fait du bien, ça fait une pause culturelle, mais en plus je trouve que ça apporte une forme de modestie dans sa vision du monde quoi. En gros, Ouais, ouais. je trouve qu'on est plus humble sur enfin bon voilà, regardez l'histoire. Enfin c'est pas exactement la même situation. Mais il y a des choses, on peut sentir, et sans pour autant tomber dans la comparaison pure et dure. Non, exactement, Mm. exactement. Mais ça donne en fait, ça nous donne une épaisseur. Oui. Voilà. Mm. On n'est pas juste une tranche de vie sur 50 ans,
70 ans, voilà, d'une histoire du monde qui nous dépasse. C'est quand on s'imprègne de ces matières-là, on a une épaisseur, voilà, c'est une épaisseur humaine. Voilà. On saisit mieux toutes les couches, toutes les sédimentations Mm. qui se sont accumulées. Et, voilà. Ça me fait penser à un joli livre c'est Laurent Binet qui a écrit Civilisation, qui avait le prix de Mm. l'Académie. C'est très chouette parce qu'en fait, c'est inversé complètement de perspective. Imaginons qu'en fait, là, c'est pas nous, les conquistadors venus en Amérique latine, mais eux qui débarquent Ouais. à leur naissance chez nous. Le livre est une jolie construction et une déconstruction justement du parcours historique qui a été finalement le nôtre, mais voilà, cette façon de relativiser un peu les points de vue, les croyances, les certitudes, je pense qu'il reste importante, mais pas facile à faire valoir face à l'immédiat. Mm, mm. Et avec le Covid, enfin la formation, comment ça s'est goupillé? Enfin, est-ce que, enfin, quand ça s'est passé, la transition numérique? Une petite révolution. Franchement, ça a mis une grosse claque à tout le monde. D'ailleurs, Ouais. je pense que c'est comme me disait un patron mais dans la d'Engie, mais lui sur des sujets industriels, il disait finalement avec le Covid, et je trouve la phrase très vraie, c'est tout simple, ce qui marchait a continué de marcher, et ce qui marchait pas, le Covid l'a arrêté. Et finalement, on le voit beaucoup, il y a des écoles, des structures de formation, des organismes qui n'ont pas su s'adapter, hein. Donc virtualiser, mettre en place beaucoup de choses digitales, etc. Et donc depuis, ils disparaissent. Donc vraiment, ça a obligé toutes les structures pédagogiques éducatives, depuis l'école maternelle jusqu'à la formation professionnelle, à repenser les dispositifs pédagogiques. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Je n'ai jamais vu autant de publications de postes, Mm. d'offres d'emploi pour des ingénieurs pédagogiques, à Oui, tous les niveaux. oui, c'est clair. Ouais, ouais, sur LinkedIn, je trouvais ça impressionnant. Ouais, ouais, Alors depuis, pourquoi depuis avant il n'y deux, avait pas trois de ans, ouais. pédagogie, on faisait, voilà, c'était pas très, bah oui, non, c'était pas très bon, hein. Et là, tout d'un coup, on s'est rendu compte, c'est bizarre, mais les 3 heures de cours qu'on pouvait s'enfiler sur un banc de fac, là, bizarrement, les 3 heures par Zoom, ça passe pas. C'est un peu chiant, ouais, on décroche quand même pas mal. Mm. Ah oui, il va falloir revoir un peu, ouais, se poser vraiment la question de pourquoi la personne, elle est censée suivre ces 3 heures. Et pour mériter son attention, il va falloir vraiment revoir le dispositif et être uniquement sur l'objectif pédagogique et donc réduire les durées, changer les modalités et donc ça a demandé, le digital demande une exigence Mm. très forte, très très forte. Alors on perd en relationnel, etc. Et l'informel, et c'est-à-dire tout ce qui se passe aussi en dehors du temps de cours proprement dit. Justement sur le temps de pause, la discussion qu'on a avec le prof à la fin, dans un couloir, voilà. Ça c'est perdu et c'est très important. Mais par contre, ça permet de préciser beaucoup mieux quand on fait le travail, je trouve, les dispositifs et de les rendre beaucoup plus robustes et beaucoup plus qualitatifs. C'est beaucoup plus exigeant de faire en Mm. digital et en virtuel. Et donc, oui, on s'est pris la claque de plein fouet. Mais par contre, on s'en est bien tiré. On a virtualisé donc toutes les formations. Il a fallu les retravailler. On a travaillé sur des maquettes. Et il fallait vraiment surtout, et ça dépend beaucoup de la culture dans laquelle on est, à savoir si on nous laisse la possibilité d'essayer, Oui, de faire du voilà. test and Mm. learn. Voilà. J'essaye, ça marche pas. Je tire là-dessus. Ok, qu'est-ce que je peux améliorer pour le cours d'après? Là, j'ai essayé sur 3 heures, non, c'était imbuvable. Ok, on va grouper. Est-ce qu'on fait sur une semaine ou plutôt est-ce qu'on étend sur 3 semaines et on morcelle? Parce qu'il y avait ça aussi, les rythmes qui étaient plus du tout les mêmes. Quand on avait 2 jours de présentiel, Mm. bah, nous au début on s'est dit bon bah on fait 2 heures là, 2 heures là, 2 heures. Bah, voilà, on groupait tout sur 2 jours. Ah ouais, non, ça marche pas. Bon, alors on fait sur une semaine, ouais. Ou alors on l'étale peut-être sur 3 semaines. Mais donc on a essayé plein de dispositifs. C'est quand en essayant comme ça qu'on finalement on a Mm. trouvé notre rythme de croisière et essayer des formats aussi innovants. On ne peut plus faire nos campus dont je parlais éphémères. On a fait des festivals. On a installé un studio. Et donc vraiment comme une espèce de plateau télé, et puis voilà, en haut de la tour, et vraiment d'avoir un moment le plus festif, joyeux, qui crée à nouveau un peu de chaleur, même si c'est à distance. Les gens sentent que c'est une expérience collective, et ça a vraiment bien marché. Et vraiment sur des formats pédagogiques beaucoup plus précis, beaucoup plus courts, des activités pédagogiques et pas sur des longues formations.
et donc de jouer sur les rythmes et puis aussi prendre en compte les fuseaux horaires. Parce que ça, c'était Ah bah le oui. gros sujet. Mm. Donc, on a été obligé de dédoubler les formations pour les faire ou le matin pour les gens en Asie, ou l'après-midi pour les gens plus autour des Amériques. Et donc, voilà, donc on est rentré sur des formats et des rythmes très différents. Et finalement, ça a son public aussi. Je pense que le présentiel, voilà. C'est pas pour forcément tout le monde. Enfin, moi, je sais que des fois, le présentiel, ça me saoule. Enfin, Et ouais. c'est une perte de temps dans les enfin, moi, je sais, c'est les transports. Bah oui. Ça, c'est un enfer. Les transports, alors que des fois, t'as juste à te lever, t'es tranquille, t'es chez toi, tu prends ton café, tu suis ton cours, t'es peinard. Enfin, Bien sûr, c'est bien sûr. ça pour moi, c'était un vrai un luxe en fait, Oui. au lieu de d'être que tous comme des cons agglutinés dans un RER. Tu dis Ouais, mais et puis pourquoi finalement, est quoi. arrivé sur le lieu, puis on se rend compte que c'est pas terrible, ou parce que il y a quand même ça aussi, des fois où Mhm. on s'ennuie un peu, puis bon, on est coincé dans le truc, alors que finalement, là, alors l'attention, donc, elle est d'autant plus difficile à garder, parce que sinon, on dit, bon, c'est moyen, mais bon, c'est pas grave, je vais traiter un ou deux trucs pendant ce temps, mais c'est une efficacité j'ai envie de dire, de la formation en ligne qui est assez remarquable, parce qu'on perd aucun temps. Et dès qu'il y a des temps un peu morts, pouf, on va quand même traiter 2 3 trucs. Bon, après, encore une fois, se pose pour le formateur la capacité à retenir l'attention. Dès que Ouais. c'est un peu en dessous, les gens décrochent. Et donc ça, moi, je pense que ça passe beaucoup par des rituels, etc. Mais moi, je suis extrêmement favorable à la formation en ligne. Il n'y a pas que ça. Mais je pense que ça oblige vraiment à poser la question de si on se retrouve, alors vraiment, quelle sera la valeur ajoutée? Pas Mm. juste pour se mettre derrière à écouter le même Ah oui non oui. quelqu'un avec des slides. Si j'en ai 30 à côté de moi et que j'ai fait le déplacement, bah, je veux passer énormément de temps avec eux, à travailler, réfléchir, les rencontrer. Je veux faire que ça. Mm. Et les slides, je vais me les, je sais pas quoi, le support de cours, le PDF, je vais le lire avant, je travaillerai après, je sais pas. Donc, ça va beaucoup obliger à repenser la question de la présence. Il faut vraiment que ce soit pour moi, c'est comme ça que je l'appelle, une expérience grandeur nature. Mm. Si je sors de mon écran, alors qu'est-ce que je vais vivre de 360 degrés, d'émotions, où ça va faire travailler mes sens, parce que je vais manger un truc, parce que je vais boire quelque chose avec quelqu'un, parce que je vais rire, je vais voir, je vais entendre, je vais voir, enfin, comme la sculpture, hein. Mhm. Je vais tourner autour, et c'est pas juste c'est pas de la 2D comme là. Donc, on va être sur une autre expérience, mais il faut vraiment la faire vivre et on va faire prendre conscience aux apprenants. Parce que sinon, la valeur ajoutée ou la valeur perçue sera trop faible. Mais la question de la valeur perçue, c'est très compliqué. Enfin, je sais que quand j'ai commencé à enseigner en ligne, du coup, j'ai remis en cause complètement ma manière d'enseigner. En fait, j'ai exagéré ce que je faisais en présentiel. C'est-à-dire que notamment le principe de digression pour capter l'attention. J'ai énormément exagéré ça pour justement faire des pauses plus fréquentes, essayer de montrer plus de vidéos aussi, d'être plus dans l'animation dans ce type-là. Et ça a été très difficile parce que après, c'était un public particulier, hein. C'était des jeunes étudiants qui n'étaient pas du tout réceptifs. Enfin, en gros, ils avaient décidé qu'ils ne seraient pas réceptifs. Ouais. Et là, c'est dramatique parce que tu dépenses beaucoup d'énergie. Tu disais, c'est intransigeant. Et je suis d'accord, c'est beaucoup plus intransigeant d'être en ligne. Parce qu'en plus, il y a la qualité du son, la qualité de l'image. Ouais. La qualité de la captation, parce que en présentiel, bon, t'en as toujours qui sont sur Facebook, qui en ont rien à carrer du cours, mais globalement, les autres te regardent un peu. Ouais. Et encore, quoique, j'étais très choquée, moi, depuis quelques années, il y a de moins en moins de personnes qui prennent des notes en Ouais. cours. Et ça, je trouve ça très perturbant parce que je me dis, mais comment ils retiennent? C'est simple, ils retiennent pas. Ils se focalisent sur le PDF et de cours, le support de cours et basta. Et c'est vrai que ça m'a... là, la période Covid, l'enseignement à distance, alors que j'avais fait tous ces efforts-là. Après, j'ai sûrement fait des erreurs, hein, là, comme tout à chacun. Et c'est, en gros, où je veux en venir, c'est que l'enseignement, ça m'a complètement... quasiment presque dégoûté, le distanciel. Par contre, je me suis dit, tiens, j'avais envie de faire plein de choses et c'est aussi pour ça que je suis arrivée sur Twitch. Il y a ce côté, un outil qui est super, je trouve, facile à prendre en main. Les gens qui sont là, ils veulent être là. Ouais. Et ça change tout, quoi. Je trouve que la question du récepteur, Et elle est... Oh le là là, digital fait que ils ont le pouvoir est beaucoup plus du côté de l'apprenant. tout Quand à il en fait. a marre, il s'en va. Alors qu'avant, il reste dans la salle, il est poli, il peut difficilement Ouais. sortir si on a fermé la porte. Il attend Et la là, pause à la rigueur, mais ouais, effectivement, il y a une sorte de challenge
omniprésent en gros, Oui. le formateur, l'enseignant doit être un entertainer Oui en et en plus, permanence. en permanence, on peut remettre en question sa parole, puisqu'on a toujours un, voilà, «Ah ben, mais, tiens, vous dites ça monsieur ou madame, mais, moi je vois là sur mon téléphone que, c'est pas en 1508 mais 1507». Enfin, il y a Mmh. une remise en question potentielle permanente Ouais. et une difficulté extrêmement forte de garder l'attention parce que, il y a comme un 2e monde parallèle qui est présent par les écrans et qui font que la moindre, dès qu'on a le sentiment que c'est pas immédiatement intéressant, utile, nécessaire, hop, on décroche. Ouais. C'est encore plus, dans mon cas où c'est pas des enfin, c'est plus des filières, histoire de l'art où j'enseigne, Et c'est voilà. plus des filiales, enfin des filières pardon, marketing, marketing du luxe, où on veut tout de suite la rentabilité, par rapport au diplôme, qu'est-ce que ça va apporter, Ouais. alors que dans le luxe, il y a une forme d'évidence, enfin la culture générale, ce qu'elle apporte dans le luxe, bon. Et je leur disais: «Je vous rendez compte que je suis obligée d'expliquer ça? C'est que là, il y a un problème en fait. Vous avez un problème là de compréhension de votre secteur d'activité. Si je dois vous Mmh. expliquer l'importance de la culture générale dans vos secteurs d'activité, c'est qu'il y a un gros problème en fait». Enfin, c'est Mmh. mais bon, il fallait quand même l'expliquer et ça a été très ouais, très, très compliqué mais par contre, Twitch a ce côté, effectivement des formats, culturels où il n'y a pas cette notion effectivement de rentabilité, professionnelle ou pécuniaire ou autre. Bah, là, ça fonctionne pas mal en fait. Enfin, c'est ça que je trouve assez étonnant, c'est ce qui me permet peut-être de garder espoir, je pense. Mais de me dire que ouais, dans l'éducation, l'enseignement, on n'a plus envie de cette culture-là. Par contre, sur des plateformes comme Twitch ou YouTube, enfin, il y a des YouTubeurs qui sont dans la culture et ils sont très suivis. Il y a un engouement, enfin, il y a Mmh. une envie du moins. Voilà. Ouais, ouais. C'est et parce que là, ce sont les gens qui spontanément viennent, Voilà, et c'est pas parce qu'ils le reçoivent, ils sont pas passifs, ils vont le chercher. c'est Et ça. puis après, ça fait partie d'une communauté. Et Mm, donc de plus en plus, on est vraiment dans cette logique de communauté d'apprenants, mm. et on apprend ensemble et on est, dans le même réseau qui apprend ensemble et donc c'est, ça questionne beaucoup l'apprentissage, structuré, formalisé, Mm. descendant, hein, tel qu'il est, globalement construit. Ça, on verra ce que ça donne dans quelques années, mais c'est pour ça que je trouve l'initiative de Twitch hyper intéressante. Et voilà, il faudra qu'on voit un peu comment tout ça évolue. Mm. Mais ça bouscule pas mal de certitudes. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est vrai que rien que là, moi, en quasiment un an, ça m'a redynamisé dans l'envie de transmettre. Enfin, Mmh. parce que, ouais, non, j'en avais marre, quoi. Enfin, je me disais, mais à quoi je sers? Mmh. J'ai l'impression de servir à rien. Donc, ça fait plaisir quand tu as de nouveau ce sentiment que tes connaissances ne sont pas que pour toi, tu as envie de les transmettre, et ben, il y a des personnes qui sont capables de recevoir C'est tout ça, ça. c'est ça. C'est qu'il y a une transmission et il y a un émetteur, mais il y a un récepteur et il faut le récepteur en face pour que la transmission ait lieu. C'est Et ça. donc, là, il y a un peu le ouais, en gros, cela dit, c'est quand même très, très fréquent dans l'enseignement d'avoir, ce ce peu de et qu'on ressent moins d'ailleurs dans la formation. Très souvent, les adultes sont vachement fondamentaux Oui. et parce qu'on les laisse y aller, ils peuvent être très critiques, hein, dès que ça leur plaît pas, ils vont nous dire, mais ça va dialoguer, débattre pas mal, mais il y a beaucoup moins de passivité. Mm. Ça plaît pas, mais c'est quelque part beaucoup plus dynamique. Ça, je trouve ça assez chouette. Public adulte pour ça, vraiment, c'est pas Ouais. l'occasion d'apprendre est rare, et donc très souvent ils prennent pas beaucoup de notes non plus, mais l'écoute, beaucoup plus forte. D'accord. Et tu as l'impression qu'ils retiennent quand même beaucoup de choses ou... Ça, c'est la question. Parce que Mm. après, c'est l'effort et puis c'est, comme la formation n'évalue pas, Ouais. est rarement évaluatif, et bien, ils repartent avec des bouts et donc ça, c'est le parent pauvre de la formation, c'est à quel point Mm. elle a, il y a des résultats observables de, enfin, voilà, d'amélioration,
il faudrait pouvoir pour ça être plus contraignant, donc les forcer à apprendre, donc et pour ça les évaluer. Et là, ce serait plus exigeant. Donc souvent ça prend des notes, mais un réflexe typique, je trouve, ils disent tous: «Ah, il faut absolument nous envoyer les supports». Ah ouais, d'accord, on envoie les supports. Mm. En fait, Alors personne ne fait parfois, il n'y a d'efforts. pas de texte, il n'y a rien dans... Déjà, c'est pas utilisable en tant Enfin, que tel et en plus, surtout, ils n'en font rien derrière, c'est parce qu'ils ont pas le temps. C'est pas ouais. vrai, ils retournent dans leur boulot et puis ils vont passer à autre chose. Donc c'est le combien de fois en formation on finit par des plans d'action. Un plan d'action quand je retourne, au bureau, je Je ferai ça. voilà. Peut-être. Et en fait, ils sont vachement motivés. En général, ils disent: «Ouais, il nous faut plein de trucs, on voudrait faire ci, on voudrait faire ça». Ils s'en sortent avec un boost d'énergie, Mm. mais en fait, ils sont rattrapés par le là, c'est des formations, mais c'est court, hein, sur 2 jours, Mm. sur 3 jours, tellement réduit. Ouais. C'est Alors que peut-être un peu tout le temps. Parce qu'en plus, oui, c'est comme ça que ça marche, le fait de retenir. C'est parce que 3 jours après, tu n'as déjà pas tout oublié. Mais c'est pour ça que moi, j'aime bien les notes. C'est parce que ça me permet ouais, ouais, de me replonger dedans. Et ouais. oui, exactement. Mm. Ah ça c'est mais là, pour le coup, l'organisation, économique du travail permet d'atteindre. On a Ouais, vraiment c'est ça. Peut-être une réorganisation. On y croit. ah bah, c'est ça. Avec plus de formation, de culture, de bien-être, etc. Voilà, voilà. Ça ferait J'ai du vu bien. à 2100-2150, je sais pas. Mm. Je pense que les choses auront pas mal évolué. Déjà, la formation, ça, c'est récent, hein, tout ça, ça a 40 ans. Ouais. Donc, je sais pas, 50 ans, pas plus. Tout ça, c'est très extrêmement récent. Le fait aussi de ce travail sur les organisations, la prise de conscience de soi, les réflexes d'équipe, de management, etc. Ça aussi, c'est des petites révolutions néanmoins qui ont eu lieu sur comment mieux faire travailler les gens ensemble, être Mm. dans des choses moins hiérarchiques, moins de domination, hein, tout Ouais. simplement. Mm. Le partage du travail, le partage de la valeur, on n'y est pas encore. Enfin bon, mais malgré tout, ça œuvre en ce sens. Donc, allez, on le verra peut-être pas, mais Mm. semons les graines. Et puis peut-être que dans 200 ans, il y aura un truc. Ce sera pour eux une évidence, quoi. C'est ça. C'est nos mots pour l'avenir, notre souhait pour Ouais. l'avenir. Ok. J'ai l'impression qu'on arrive à la fin de cette session. En tout cas, je te remercie encore hein, d'avoir répondu présente à l'appel. C'était super intéressant, je trouve, cet aspect pédagogique, l'enseignement, etc. Et il y a une question du coup que je pose à la fin à mes invités. Tu as peut-être vu avec Narcisse. Toi, tu es plutôt de la team pain au chocolat ou chocolatine? Pas au chocolat. Voilà, donc on va se faire bâcher par tous Oui, Voilà, c'est une ça je manière sais. un petit peu marrante je trouve, de finir cette interview. Et ben voilà, encore, je te remercie encore pour ta présence. Merci beaucoup, C'était Sabine. super intéressant en tout cas.